Salut à toutes, salut à tous, c'est Guillaume. Oui, c'est Guillaume, mais pas le bon. Parce que Guillaume Vendée, il est pas disponible ce soir, il est cassé. Et oui, alors c'est pas qu'il c'est pas qu'il en a marre de l'émission, vraiment. Hein. C'est qu'il souffre. Il souffre pas mal en fait. Hein. Il s'est pété une côte, en défendant une religieuse contre 4 mafieux tchétchènes. Alors évidemment, ça a beau être un maître de Krav Maga, quand les 4 suivants sont rappliqués, ça commence à être vraiment difficile. Bon, la religieuse va bien, mais Guillaume n'est pas disponible, hein, il est alité, voilà, au couvent des Saintes Marcelines, là, il devrait être remis la semaine prochaine, ou la semaine d'après, je sais pas, enfin, si le gang, évidemment, le retrouve pas. Bon, en ce qui nous concerne, c'est pas grave, hein, vous écoutez toujours bien Tech Café, et c'est moi, Guillaume Podjespala, donc qui vais le présenter, cette fois-ci, je vais exceptionnellement faire le host, alors c'est vrai que j'en ai pas l'habitude, mais c'est pas grave, voyez le bon côté des choses. Moi, j'ai pas encore vu Dune 2, donc je vais pas essayer de tout ramener au film. Déjà, ça va être un truc par rapport à la semaine dernière. Et je suis pas seul, parce que j'ai quand même l'immense plaisir de faire ce podcast avec Cassim Montilla, qui me sauve la vie en étant présent ce soir. Alors, comment vas-tu, Cassim ? Ça va très bien, du coup je suis là 2 épisodes d'affilée, mais c'est un plaisir bien sûr de pouvoir aider à remplacer. Je vais faire de mon mieux pour remplacer Guillaume. Et alors je dois avouer que j'ai vu Dune 2. Je vais et donc c'est toi qui vas tout ramener à Dune 2 ce soir. Exactement, mais je vais essayer de quand même ne pas tout ramener à Dune 2. C'est bon, écoute, je vais essayer de le voir pour la semaine prochaine, comme ça ce sera mon tour la semaine d'après, et puis voilà, on va faire ça chaque semaine. Alors moi je suis très content que tu sois là ce soir, hein, parce que voilà, je suis pas content que Guillaume se soit pété une côte, hein, parce que ça c'est vrai pour le coup. Mais bon, les circonstances font que voilà, on se retrouve, ce qui arrive pas souvent en réalité, parce que la plupart du temps, on se rate, et c'est dommage. Donc c'est très cool qu'on soit enfin réunis. Alors on est réunis pour parler de quoi ? Bon alors, ok, pour parler pas mal d'intelligence artificielle quand même, pas mal, avec toujours autant de nouveautés, hein, qu'est-ce que vous voulez, voilà, il y a ce brave Claude qui passe en version 3, qui est très attentif aux assaisonnements de pizza, vous verrez ça, il y a ces nouveaux outils génératifs qui font parler la Joconde, qui génèrent des amis imaginaires à Donald Trump, bon, on verra aussi comment bien parler un chatbot, on essaiera de mesurer son QI. Spoiler, c'est un QI très très bas, et on reparlera aussi un petit peu de jeux vidéo bien entendu. Mais bon, comme d'habitude, avant, on va faire des petits retours, les petits retours de la communauté. Alors, vous le savez tous, Tech Café, c'est un podcast qui est totalement gratuit, qui est soutenu par sa communauté via Patreon. C'est bien entendu totalement facultatif, mais si vous aimez ce podcast, si vous trouvez qu'il vous informe de manière précise et agréable, si vous voulez vous assurer qu'il dure encore longtemps en toute indépendance, et si surtout vous en avez marre de la pub, en début d'épisode, vous pouvez devenir pour un temps un membre contributeur de la communauté de Tech Café. C'est bien sûr sans engagement. C'est aussi possible de plafonner les dons, voilà, donc si vous avez les moyens, pensez-y. Il n'y a pas de mauvaise surprise, alors voilà, pensez-y, comme d'ailleurs les nouveaux patriotes de la semaine, qui sont donc Muty8, Antoine, Marc Vergère, Sébastien et DJ Memo. Alors j'espère que j'ai bien prononcé, peut-être que c'est Memo, je sais pas, mais moi je prononce DJ Memo. Grand merci à eux en tout cas, c'est grâce à des soutiens comme ça, voilà, qu'on est toujours là après plus de 10 ans, et qu'on est toujours en pleine forme. Enfin, ce qui me concerne, ça va. Mais bon, que vous ayez ou non les moyens de contribuer, faut pas hésiter à donner votre avis, et vos retours, et vos étoiles, bien entendu, parce que tout est précieux, tout nous est précieux, que ce soit sur les commentaires sur le site, ou sur le Discord du podcast, et justement, il y a 3 réactions du Discord sur lesquelles on va revenir, alors ça va être un petit peu long, surtout pour la 3e, après on va embrayer directement sur le podcast, et je pense que c'est assez intéressant, ça nous servira d'introduction, tout à fait naturel pour l'épisode. Mais le premier retour, c'est le retour de Strafe92, qui nous glisse qu'il existe depuis un petit moment des portables 5G à 400 € ou moins, et après il embraye donc sur la 5G, et en particulier sur la consommation électrique de la 5G. Donc il nous renvoie à une étude de l'ARCEP, là-dessus, qui aboutit à une conclusion peut-être contre-intuitive, puisqu'en fait la 5G fait baisser la consommation électrique globale du réseau, et de manière finalement croissante au fur et à mesure que les années passent et que ça se déploie de plus en plus. Alors en 2023 et en 2024 encore, seule l'utilisation à forte capacité permet d'économiser un peu d'énergie, mais à partir de 2025 et surtout 2026, on passe à 2 fois moins d'énergie consommée qu'en 2020, donc sur le trafic intensif, et presque autant sur les capacités moyennes. Donc en 2028, on sera en gros entre 4 et 2 fois moins énergivore que on l'était en 2020, sur quasi tous les scénarios donc, de données mobiles. Donc l'idée générale, c'est que les infrastructures 5G sont tout simplement plus modernes, plus efficaces, et donc elles consomment beaucoup moins à usage équivalent que les appareils 4G, qui en plus peuvent être assez anciens à certains endroits, donc ça aide pas. Et donc, alors, tout ça évidemment ce sont des projections, donc elles supposent une croissance de la consommation qui suivent la tendance actuelle, c'est-à-dire voilà, ça suit la courbe qui a commencé à se dessiner. S'il y a une explosion exponentielle dans 5 ans, la conclusion pourrait changer. Bon, c'est une faiblesse, mais en même temps, on ne peut pas trop leur en vouloir de ne pas pouvoir prédire l'avenir avec certitude non plus, les pauvres. Parce que s'ils pouvaient le faire, ils seraient riches. Donc à noter que l'impact carbone
qui est dans le deuxième graphique ne concerne que la consommation et pas l'entièreté du cycle de vie. Il faudra faire une étude plus complexe que ça, parce que évidemment, après, ça va dépendre de la durée de vie donc, des infrastructures. Et c'est des trucs qui peuvent avoisiner la décennie dans le cas des réseaux mobiles, je pense. Donc c'est une étude intéressante, et donc merci à Strife. Je sais pas si tu avais ça en tête, ce type de valeur, toi, Cassim, là-dessus. En conclusion, tu as posé vraiment tout l'enjeu du truc. Alors certes, effectivement, en termes de consommation, la 5G est plus intéressante que la 4G. C'est assez naturel avec le progrès technologique, mais la question c'est est-ce que cette différence de consommation et le fait que l'usage de toute façon demande à ce qu'on ait plus de capacité, est-ce que ces deux éléments-là justifient d'installer des nouvelles antennes, de renouveler le parc de smartphones aussi, etc. Bon, après, le problème, c'est qu'aussi, on peut pas... tout ça se fait pas dans un vase clos. On n'a pas renouvelé nos smartphones pour des smartphones 5G. On a renouvelé nos smartphones parce qu'on voulait des smartphones meilleurs en appareil photo, en batterie, en ce que tu veux. Et il se trouve qu'au passage, la 5G a été ajoutée dans les fonctionnalités du téléphone. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait vraiment renouvelé leur téléphone pour avoir l'accès à la 5G en particulier. Autant l'accès à la 4G à l'époque, oui, probablement. L'accès à la 5G, j'ai pas l'impression que c'était un gros facteur d'achat de smartphones. Mais pour autant, c'est quand même toute une infrastructure au niveau national et international qu'on a mis en place ou qu'on est en train de mettre en place. Je peux comprendre qu'il y a un débat là-dessus. En tout cas, je trouve qu'il s'entend de plus en plus le débat, et là encore plus dans les années à venir quand on va commencer à parler de la 6G. Je pense qu'il va vraiment... c'est intéressant de se poser la question et de pas forcément prendre pour acquis le fait que c'est pas parce qu'il y a eu 5 générations du coup de réseaux mobiles avant qu'il faut forcément investir massivement dans une 6e génération, dans l'état où on est actuellement, de ce qu'on sait du réchauffement climatique, etc. quoi. Oui, c'est une question extrêmement compliquée, effectivement, puisque, comme tu as raison, le renouvellement des téléphones, il se fait de manière assez naturelle, quoi, tu vois, mais bon, voilà, oui, c'est vrai, c'est pas une question facile, c'est une question qui n'est pas vraiment résolue, d'ailleurs, à mon avis. Oui, et bon, j'ai pas la réponse. À voir. Hein. Ouais, moi non plus, j'ai pas vraiment de réponse, évidemment. Pour là-dessus, il faudra faire des recherches plus avancées. Mais bon, on va passer quand même à la question de Fred 8 maintenant, donc Fred 8 qui a envie de faire un petit serveur d'IA local. Et il dit aussi par ailleurs que de son point de vue, tous les téléphones mobiles devraient être ouverts et débloqués comme des PC, ce avec quoi je suis tout à fait d'accord, par ailleurs. Mais bon, sa question principale, en fait, c'est il veut faire un petit serveur IA maison. Lui, voilà, à la maison, il veut avoir son petit chat GPT, son petit Stable Diffusion, voilà, son petit mid-journée à lui. Et donc, pour profiter de tout ça, il se demande si la plateforme Orin de NVIDIA est un bon candidat. Et la réponse, c'est oui. Oui, c'est une bonne solution, en théorie, en tout cas. Parce qu'en théorie, on peut avoir 64 gigaoctets de GDDR6, donc c'est pas mal de mémoire très rapide. Et puis Orin, c'est quoi ? C'est une famille de petites machines un petit peu comme les Raspberry Pi, mais en super puissant, quoi. Voilà, beaucoup plus puissant, avec des GPU NVIDIA assez costauds. Et donc, ça fait des candidats pour plein d'applications de edge computing, quoi. Alors, ça peut être des voitures, alors pas forcément autonomes, mais enfin des voitures qui ont des fonctions avancées. Bon, la force de cette plateforme, c'est de mettre quand même pas mal de puissance, que ce soit assez polyvalent, dans un petit volume, avec une consommation qui est assez faible, pour être embarqué éventuellement. Et donc, c'est tout à fait possible de faire tourner des modèles de langage là-dedans, ou des générateurs d'images là-dessus. Cela dit, les cartes Orin ne sont pas cadeau. Ça en évite à plus de 2000 balles, facile, donc elles sont assez chères quand même. Et bon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de l'aspect petit portable embarqué, on peut peut-être faire mieux en termes de coût, quoi, tout simplement. C'est pas forcément la solution la plus simple non plus, parce que c'est du ARM, donc il va falloir tout recompiler, et puis bon, il faut vraiment que toutes les bibliothèques logicielles soient disponibles. Bon, c'est probable, c'est gérable dans la plupart des cas, mais bon, c'est peut-être un peu moins direct que le PC, un petit peu moins classique que le PC. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut utiliser un peu n'importe quoi pour faire de l'IA locale, mais avec beaucoup de concessions, forcément. Donc finalement, il y en a pour tous les prix. Une autre très bonne machine pour faire de l'IA locale, c'est le Mac M2 par exemple. Enfin, je parle du M2 Max en particulier avec 32 ou 64 gigaoctets de RAM. C'est une machine qui est très rapide, qui a une énorme bande passante mémoire, mais c'est aussi très cher. Et bon, du coup, c'est à vous de voir. Il y a une RTX 3090 d'occasion, c'est déjà moins cher que M2 Max, ça gère des modèles un peu moins gros aussi, ça n'a que 24 gigaoctets de RAM vidéo. Il y a toutes les possibilités. Et la quantité et la vitesse de la mémoire sont prépondérantes, donc en gros, il faut s'offrir ce que vous pouvez avoir de mieux en y trouvant le meilleur compromis pour vous, quoi. À partir de 6 gigaoctets de VRAM, on peut commencer à s'amuser avec des Stable Diffusion, des petits LLM. Un bon rapport taille-prix se situe à 12 gigaoctets parce que je pense que les RTX 2060 d'occasion sont vraiment pas très chers en ce moment et ça permet de faire tourner déjà pas mal de trucs, de SDXL à des modèles qui sont pas énormes, mais quand même, des modèles audio, etc. Et bon, voilà. Bon, les cartes Nvidia sont les plus prisées, je parle que de ça pour l'instant, mais
Et les cartes Intel et AMD commencent à être supportées aussi. Donc en gros, regardez le max de VRAM que vous pouvez acheter sur des cartes qui ne sont pas trop anciennes. Hein. Tout ce qui est avant Pascal, par exemple, est complètement inutile. Et sinon, il vous reste le CPU. Il faut juste être patient, hein, tout simplement. Alors, je ne sais pas si tu as testé, toi, la génération locale, toi, images, texte, musique, je sais pas, tu as testé Un tout petit peu, mais alors du coup, c'est vrai que c'est quand même beaucoup, beaucoup moins performant en termes de qualité du résultat que ce qu'on connaît actuellement dans les M-Cloud, quoi, on va dire. Tu parles du texte ou tu as testé quoi Texte et image. D'accord. Texte et image pour l'instant. Après, en fait, ça dépend comment tu mesures la performance. L'avantage du local, c'est un peu évident, c'est que la réponse, elle est quasi instantanée. Enfin, c'est très efficace c'est très efficace pour avoir un début de réponse, et je pense que il y a un certain nombre de cas de figure où je verrais bien effectivement ce genre de solution devenir simple à l'usage et prendre part dans l'usage des gens. Après, pour l'instant, le cloud, les solutions cloud type Midjourney ou ChatGPT ont toujours le vent en poupe pour ce qui est vraiment d'avoir une réponse plus complexe, une image plus précise, plus photoréaliste par exemple, ce genre de choses, quoi. Alors bon, pour le texte, c'est clair que c'est assez difficile d'avoir en local quelque chose qui est aussi bon que GPT-4, c'est même pas possible d'ailleurs, hein, tout simplement pour l'instant. Ça a peut-être changé, mais bon, pour l'instant, c'est pas possible. Vous pouvez avoir des trucs qui sont pas trop loin de GPT 3.5, mais bon, voilà. Après, évidemment, au plus c'est petit, au moins c'est puissant. Pour l'image, je suis un petit peu plus réservé parce que pour l'image, en réalité, ça dépend énormément du modèle que tu choisis. Il y a de très bons modèles de SDXL qui donnent des résultats qui, à mon avis, sont assez compétitifs avec Midjourney, même si Midjourney, effectivement, ne cesse de s'améliorer. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus complexe, de toute façon, d'avoir son Midjourney local, si tu veux, que de l'utiliser en ligne. Ça, je suis d'accord, oui. Clairement. Encore un retour d'un autre auditeur, finalement, le dernier, avec Cacahuète, qui pose une question assez pointue sur les Diffusion Transformers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Diffusion Transformers et pourquoi on en parle? Parce que c'est vrai que ça paraît un petit peu technique comme ça. Non, c'est pas vrai, c'est technique. C'est vrai que c'est technique, mais le truc, c'est que ce point technique a des conséquences qui sont tout à fait concrètes, parce que sans Diffusion Transformers, par exemple, Sora n'existerait sans doute pas. Alors Sora, donc le générateur de vidéo d'OpenAI, qui a fait énormément sensation, qui utilise une technique relativement nouvelle par rapport à ce qu'on utilisait avant pour la génération d'images. Et cette technique, elle est reprise par un petit peu tout le monde, et en particulier par Stable Diffusion 3, donc qui est le tout dernier générateur de Stability AI en open source, et qui va probablement devenir la nouvelle référence open source d'ici quelques mois. Donc, qui dit technique plus puissante, dit outil encore meilleur, potentiellement, avec encore plus de conséquences aussi, évidemment, et de retombées socio-économiques, potentiellement aussi. Parce que des changements sous le capot, finalement, peuvent avoir de grosses répercussions en pratique, en réalité. Et donc, Cacahuète se demande néanmoins, et a raison, pourquoi c'est mieux et comment ça marche. Alors, la réponse se situe en partie dans l'article original sur les Diffusion Transformers de Pebble-CCA, sur donc ce qu'ils appellent les DIT, c'est-à-dire les Diffusion Transformers. On va réexpliquer un petit peu tout depuis le début, c'est l'occasion de revenir un petit peu dessus. Ça va... Alors, ça va être une discussion un tout petit peu plus technique, mais bon, déjà, je réponds à une question, donc c'est pas ma faute. Et puis, je pense que c'est vraiment intéressant de revenir un peu là-dessus. Alors, évidemment, Cassim, tu m'interromps quand tu veux. Si tu as la moindre question, tu le dis, si je suis pas clair ou quoi que ce soit. Mais bon, pour commencer, un Diffusion Transformer, c'est un transformer. Et donc, ce qu'on appelle un transformer, qu'est-ce que c'est? C'est une architecture de réseau de neurones qu'on utilise quasiment partout, actuellement. Voilà, quasiment partout, tous les chatbots, tous les générateurs, la plupart des générateurs donc, de texte utilisent ce genre de truc. Et c'était aussi utilisé déjà pour faire de la détection et de la description d'images, etc., depuis un petit moment. Et donc, c'est utilisé à peu près partout. C'est pas inutile de comprendre un peu mieux comment ça marche, surtout que c'est pas si compliqué que ça en réalité, parce que un transformer, finalement, c'est un bloc dans lequel on rentre une suite de nombres par le bas, et qui ressort une autre suite de nombres. Oui, je fais les bruits de bouche en plus, je sais pas si c'est bienvenu, mais bon. Dans le cas d'un modèle de langage, en fait, on rentre une suite de nombres qui représente le texte, tout simplement, et puis ça sort une autre suite de nombres qui sont les probabilités du mot qui va suivre ce texte-là. Donc l'entrée, c'est donc une suite de nombres, ce qu'on appelle un vecteur, qui représente donc les mots d'une phrase complète, et à la sortie, on a un vecteur où c'est des probabilités. Donc, dans le bloc, il y a deux composantes, en réalité. Une composante d'attention et une composante de décision. Ce qu'on appelle l'attention, c'est une sorte de filtre qui va mettre en valeur ou au contraire éteindre certains mots, si on est dans le contexte de compléter des mots, donc si on est dans le contexte d'un modèle de langage, ça va mettre en valeur certains mots au détriment d'autres. Il y en a d'autres qui vont être moins pris en compte, etc. En fonction de l'importance que chaque mot aura par rapport au contexte. Donc
on a cette espèce d'attention qui va donc en fait focaliser quelque part l'attention du modèle sur certains mots particuliers. Et en fonction de ça, il y a une couche de décision, il y a la décision qui est prise. Et le décision, c'est le résultat qui est donné par un réseau de neurones qui est assez simple. C'est un réseau de neurones qui est dit feed-forward, qui est très classique, qui est très connu, qui est assez ancien en fait. Et donc en résumé, les transformers, c'est des réseaux qui sont très classiques, mais qui sont augmentés d'un mécanisme d'attention. Mais finalement, dans l'ensemble, ça reste un réseau assez simple. Et la complexité, elle est obtenue en empilant des dizaines de blocs comme ça les uns sur les autres. Chacun faisant un morceau de l'analyse qui donne un résultat intermédiaire, et sur cet intermédiaire, il est passé à la couche suivante, au bloc suivant, et ainsi de suite jusqu'en haut de la pile de blocs où vous avez le résultat définitif. Alors là, je redis encore une fois comment ça marche avec du texte, mais on peut tout à fait utiliser des transformers pour faire du traitement d'image. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut encoder l'image, et on le fait de manière assez analogue au texte, en réalité. Donc on prend l'image, et on la découpe en petits carrés. Donc chacun de ces petits bouts d'image, ça va être ce qu'on appelle un token, c'est-à-dire un jeton, dans le même sens où, pour les modèles de langage, chaque mot est un token, ou éventuellement un morceau de mots. Donc l'image va devenir une liste de tokens. Et donc on prend les petits morceaux d'image, on les découpe en petits carrés, puis on prend tout simplement les petits carrés dans l'ordre de gauche à droite, de haut en bas, on regarde séquentiellement tous ces petits carrés, et les uns après les autres. Et donc on a une liste, ça fabrique une liste de tokens qu'on va encoder, là encore sous forme de vecteur, parce que ce vecteur il va être projeté dans l'espace mental du modèle. C'est l'espace mental du modèle, c'est là où le modèle réfléchit. C'est là où le réseau de neurones travaille. Alors j'anthropomorphise à mort, mais c'est pour bien fixer les idées. Et bon, dans ce cas-là, que devient le mécanisme d'attention ? Exactement la même chose. Au lieu de concentrer l'attention sur un mot particulier, il va le faire sur un token particulier. Et un token, c'est un bout d'image. Donc en fait, il va concentrer l'attention du modèle sur un morceau d'image particulier. Très concrètement, si l'image c'est une tête de chien et que le boulot du transformer qu'on veut lui apprendre, c'est de reconnaître l'animal, c'est le mécanisme d'attention va apprendre à concentrer l'analyse du réseau sur certaines parties de l'image. Par exemple, les yeux, la truffe, la forme des oreilles. Puis par contre, il va certainement réduire l'attention que le réseau doit porter sur le fond de l'image, parce que l'herbe, les fleurs, tout ça qui est autour, on s'en fout. Ce genre de choses. Donc l'attention fonctionne de la même manière donc qu'avec le texte, mais sur des éléments visuels. Donc, reconnaître un visage qui est sur une photo, ça va demander de se concentrer sur les petits carrés où il y a les yeux, la bouche, etc. Bon, ça va, est-ce que c'est clair pour le moment, Cassim ? J'espère que tu t'endors pas déjà. non, mais c'est très clair. Non, mais je vois à peu près de quoi on parle. C'est pour remettre un peu, pour ajouter de l'explication, toute cette histoire de probabilité, c'est ce qui fait que par exemple, le générateur de texte, c'est ce qui crée les hallucinations dont tout le monde a entendu parler. Quand par exemple ChatGPT vous raconte n'importe quoi parce que il a mal compris un truc ou il est parti dans un délire, c'est cette succession de calculs de probabilité qui l'ont fait partir en fait qui l'ont fait quitter la route un peu. Oui, effectivement. C'est vrai que si on repart sur le texte, t'as complètement raison. Pareil pour l'image, quand il commence à multiplier les doigts ou quoi, c'est pareil, c'est parce qu'il a déraillé à un moment dans son truc de probabilité. Il n'y a pas assez de doigts, je vais en rajouter. Alors pour les doigts, je sais pas. Pour les doigts, c'est un peu différent, mais disons que tu as raison complètement pour le texte, parce que effectivement, quand un transformer, enfin disons un modèle de langage, génère pas de texte, il donne juste des probabilités du mot qui suit, et après on doit choisir ce mot. Mais comme on n'a que des probabilités, à un moment donné, on peut très bien, si vous avez une probabilité qu'elle est de 60%, ça veut dire qu'il y a quand même 40% de chances que ce soit pas le bon mot. Et donc, il est tout à fait possible, et même, ça arrive systématiquement que de temps en temps, le modèle de langage sorte un mot qui n'est pas le bon, en fait. Il se plante. Exactement. Parce que, probabilistiquement, ça colle, mais bon, c'est quand même pas le bon mot. Et le problème, c'est que ces erreurs, effectivement, comme tu dis, ont tendance à être cumulatives, parce qu'il sort un mot qui est pas le bon, parce qu'il se plante à un moment. Après, il peut très bien se planter, mais il est sur un autre chemin. Tu vois. Et ensuite, il y a une sorte de dérive comme ça qui fait qu'effectivement, un modèle peut raconter un peu n'importe quoi parce que à un moment donné, il n'a pas sorti le mot qui l'aurait dû, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on peut tout... Donc là, on va tout naturellement passer au début de l'épisode. Et oui, officiellement, ça y est, je commence la première section parce que, fort commodément, elle débute avec le rapport technique sur Stable Diffusion 3. Donc, il nous permet d'en savoir un petit peu plus sur le successeur de ce qui est actuellement un des générateurs d'images les plus populaires, et sans conteste le plus populaire en open source, en tout cas. Donc, comme Stable Diffusion 3 utilise lui aussi des transformers, on va continuer notre tour d'horizon des transformers, mais pour la génération d'images, cette fois-ci. Parce que pour générer une image, en fait, les IA font un travail de restauration.
Parce que ce qu'on leur apprend à faire concrètement, c'est à nettoyer une image, c'est à la débruiter. C'est d'ailleurs qu'on prend une image qui est salie par des pixels aléatoires, hein, comme ça, donc il y a du bruit, quoi, il y a de la friture, si vous voulez. Donc, bon, s'il y a un petit peu de friture ou beaucoup de friture, on leur montre des images plus ou moins sales et des images propres qui correspondent. Et puis, on leur apprend comment nettoyer tout ça. Bon, voilà, comment enlever plus ou moins de friture. Le truc, c'est que si on leur montre ensuite une image aléatoire, je veux dire une image qui ne contient que du bruit, mais comme de la neige sur une bonne vieille télé cathodique, hein, le modèle va quand même essayer de la nettoyer. Il va quand même progressivement essayer de réimaginer des détails qui n'existent pas, qui ne sont pas là. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire ? Au final, il va imaginer, générer en fait une image qui est totalement nouvelle. Et pour un transformer, le boulot n'est pas si dingue, parce que pour nettoyer, le transformer va prédire du bruit, le bruit qu'il pense qu'il faut enlever. Donc tu lui rentres l'image, alors toujours sous forme de petits morceaux, de petits carrés, comme ça, tes listes de petits carrés, tu la rentres comme ça dans ton transformer, et lui, il te sort une distribution de probabilité. Donc en entrée, tu as des tokens, en sortie, tu as une distribution de probabilité. Finalement, c'est pas si éloigné de ce que fait un modèle de langage en réalité. Hein. Alors bien sûr, si tu lui dis pas quoi imaginer, le modèle il va produire une image complètement au hasard. Il va produire un chat, un pare-choc, une paire de skis, voilà. Il faut lui dire quoi faire, évidemment. Et c'est là qu'interviennent des modèles de langage, justement, donc d'autres modèles, d'autres IA, quelque part. Ceux-là, en général, elles sont déjà faites. On les prend directement toutes cuites. On les prend sur l'étagère, on les prend, voilà, et puis c'est tout. Et ce sont des trucs qui se chargent de convertir le prompt, c'est-à-dire la description de ce que vous voulez comme image, en un vecteur qui va habiter le même espace mental que le modèle, de sorte que l'image et le texte vont être associés dans la tête du modèle. Encore une fois, j'anthropomorphise à mort, mais voilà, c'est pour que ce soit un petit peu mieux illustré, quoi. Alors, ça veut dire que quand le transformer va utiliser son mécanisme d'attention, il va pouvoir se focaliser à la fois sur des mots et sur des parties d'image. Puisque les tokens, en fait, c'est à la fois des mots et des parties d'image. Donc en fait, il va pouvoir prendre des décisions en fonction des deux choses à la fois. Si on lui demande une femme sur une pelouse, on peut imaginer qu'il va se focaliser sur les mots pelouse et sur des morceaux d'image de l'arrière-plan pour prédire des détails de pelouse, alors que la description de la femme sera utilisée préférentiellement sur d'autres parties de l'image, là où il va dessiner la femme, quoi. Donc, les diffusion transformers sont tout à fait adaptés à la génération d'images en réalité, et ils sont même plus adaptés que les architectures qu'on utilisait avant. Et il y a des démonstrations empiriques de ça dans l'article original de Pebbles, hein, ils obtiennent de meilleurs résultats avec moins de calculs, en fait. Alors pour aller très très vite, parce que c'est déjà une explication assez longue quand même, avant on utilisait des UNets, qui sont des architectures qui sont plus complexes, puisque c'est des convolutions de déconvolutions. Alors ça parlera peut-être à ceux qui ont écouté le supplément sur les IA qu'on a fait il y a quelques temps maintenant, mais assez rapidement, dans un UNet, on analyse par couche, on analyse une image par couche, en créant des espèces de cartes de caractéristiques multi-échelles. Donc à chaque échelle, on fait des espèces de filtres comme ça, et ces filtres décryptent des caractéristiques qui sont à plus grande échelle, puis après à plus petite échelle, etc. Enfin, non, c'est plutôt l'inverse, c'est à petite échelle et après à plus grande échelle, mais bon, bref. Et ensuite, donc en fait, on fait donc cette analyse de caractéristiques, puis après on reconstruit l'image à partir de ces caractéristiques qu'on a extraites progressivement. Donc d'où le U en fait. Le U, ça veut dire, le U, ça descend, puis ça remonte, vous voyez un U. Donc dans le U, il descend, donc on réduit l'image à un paquet de cartes plus petites. Donc en fait, c'est des données complètement abstraites qu'on a extraites petit à petit, donc on descend comme ça. Donc on en a beaucoup, hein, c'est le début du U, ça descend, donc on a beaucoup de cartes, et ensuite on fait le processus inverse, et la fin du U, ça remonte, on reconstruit l'image à partir de ce truc de ces caractéristiques, mais on le reconstruit d'une autre manière. Alors évidemment, si on veut débruiter, on le reconstruit, mais en ayant enlevé le bruit. On peut aussi faire de la segmentation d'image, c'est-à-dire en isolant certaines parties de l'image, par exemple, reconnaître les gens sur une image, on reconstruit l'image, mais avec le visage de quelqu'un qui est colorié d'une certaine couleur, etc. Donc en comparaison, les transformers sont plus simples. Ils passent beaucoup mieux à grande échelle, hein, ils se comportent gentiment. Tu leur donnes plus de calculs, ils te donnent un meilleur résultat, et c'est quasi automatique. Et en plus, comme les transformers sont utilisés partout, ils concentrent pas mal de recherches, et des améliorations dans un domaine peuvent être utilisées dans un autre domaine assez facilement, c'est un gros avantage. Et donc Stable Diffusion 3 utilise cette technique, et on sait même précisément les modèles qu'il utilise pour le texte aussi d'ailleurs. Le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, c'est qu'il ne regarde pas la dépense. Parce que Stable Diffusion 3 utilise 3 encodeurs différents pour le texte, dont T5XXL. Et puis comme son nom l'indique, XXL, ça veut dire que c'est un gros machin. Pour ce type d'application, c'est même très gros, puisque en fait T5XXL, il est 4 fois plus gros que le Stable Diffusion d'origine au complet. C'est vraiment un modèle très très gros.
Et on comprend mieux pourquoi SD3 est capable de beaucoup mieux suivre les prompts et même d'écrire convenablement, voilà, sur des logos, etc. C'est aussi parce que son modèle de langage est absolument énorme. Alors heureusement, on peut s'en passer, donc ça permettra d'utiliser ça sur des cartes un petit peu plus petites. Mais bon, évidemment, les performances linguistiques du générateur seront moins bonnes. Donc c'est un peu le souci avec Stable Diffusion 3, parce qu'il a l'air de produire de belles images, alors de suivre très bien les instructions, mais à 8 milliards de paramètres, le modèle complet, il n'est pas vraiment grand public. Le rapport mentionne. Ouais, Vas-y, pardon. non, si j'ai bien suivi, il faut une RTX 4090 ou équivalent, ce qui est quand même un graphique vendu à quoi, 2500 € de mémoire, quelque chose, 2000 €. C'est une catastrophe. Avec fierté, ils disent on a rendu en 34 secondes une image en 1024 par 1024 sur une 4090. Oui, c'est long en fait, sur une 4090, 34 secondes, tu vois. Donc oui. Et puis c'est vraiment la carte graphique la plus puissante, la carte graphique entre guillemets grand public, consumer, on va dire. La plus puissante du marché, la plus chère, donc 34 secondes pour gérer une image. En plus, une image de 1024 par 1024, donc c'est pas non plus. Non. Voilà, tu vas pas faire un fond d'écran avec ça, quoi. Non, clairement. Donc, alors SD3, je pense qu'il a un gros potentiel, hein, mais parce qu'il pourrait détrôner DALL-E 3, parce qu'il suit à peu près aussi bien les prompts que lui. Par contre, ça va prendre un moment parce qu'il faut vraiment qu'il soit optimisé à fond. Alors, il y a eu beaucoup d'optimisation sur les précédentes versions de SDXL et de SD 1.5, il y a eu le LCM, il y a eu SD Lightning. Tous ces trucs-là, ça a beaucoup démocratisé les trucs. Il va falloir optimiser un maximum SD3 avant qu'il soit lui aussi adopté. Mais bon, écoute, on verra bien. Je sais pas si tu génères des images, toi, pour le plaisir. Tu parlais de mid-journée tout à l'heure. Tu en génères pour le plaisir Non. Alors très peu, parce que j'ai plusieurs amis créatrices qui, du coup, sont pas forcément très passionnés par l'idée qu'on puisse créer des images par IA générative. Donc non, je m'en pas trop. Mais ça m'arrive pour le travail quand même, des fois, pour certains sujets très précis où je vois vraiment pas comment je pourrais illustrer autrement. Et j'ai pas envie de demander à notre équipe d'illustration parce que c'est pas un sujet qui le mérite, c'est juste une news ou un truc comme ça. Mais donc ça m'arrive de temps en temps, mais pour le travail, mais non. Sinon, et j'utilise du coup, moi j'ai tendance à utiliser l'outil de Bing, donc effectivement DALL-E, quoi, en gros. Ah oui, DALL-E 3, qui suit plutôt bien les prompts, hein, lui, pour le coup. Mieux peut-être. Oui, tout à fait. Et bon, puisqu'on est dans la génération graphique d'images, on peut aussi mentionner que des chercheurs de Huawei continuent aussi leur boulot sur PixArt. Donc voilà, il n'y a pas que Stable Diffusion et DALL-E, il y a aussi les Chinois qui travaillent sur pas mal de trucs d'ailleurs. Et donc ils ont sorti leur version Sigma de PixArt qui produit directement des images en 4K. Et devinez quoi, ils utilisent eux aussi des Diffusion Transformers. Et leur ambition, c'est de produire de la 4K. Et en fait, c'est pas si simple que ça, parce que ça nous amène à évoquer aussi un souci avec nos transformers chéris qu'on utilise un petit peu partout, parce que l'attention, c'est génial, c'est super, c'est vraiment le mécanisme qui permet d'augmenter énormément les capacités de ces trucs-là, mais le problème, c'est que ça coûte relativement cher. En fait, au plus vous avez de tokens, que ce soit du texte ou des morceaux d'images, au plus vous avez de données à traiter, quoi, globalement, au plus le temps de calcul augmente, et ça augmente de plus en plus vite. En fait, ça augmente au carré. Donc si vous voulez un texte avec beaucoup de mots, ou une image avec beaucoup de petits morceaux, ce qui est le cas, si vous avez tout simplement une plus grande image, et que si vous voulez quand même avoir des morceaux suffisamment petits, c'est-à-dire avoir une attention aux détails importante, vous avez beaucoup de tokens et ça coûte extrêmement cher en mémoire et en temps de calcul. Et en 4K, ils ont eu des problèmes parce que 4K, c'est presque 8 mégapixels, et 8 mégapixels, c'est 8 fois plus que ce que fait Stable Diffusion XL ou Stable Diffusion 3, puisque 2024 par 1024 en nominal. Donc c'est 64 fois plus de calcul à faire dans le module d'attention, et ça fait mal quand même. Et donc ils ont résolu ça avec un mécanisme de compression de l'attention qui va regrouper certains tokens d'image entre eux. Donc en gros, l'attention elle n'est pas vraiment en 4K, elle en fait. Elle est peut-être en 1080p ou un truc comme ça. En fait leur modèle il est un petit peu myope, mais ça se voit pas trop, parce que finalement c'est des images, ça passe. Donc ça accélère quand même pas mal le truc, ça compense pas tout. Donc à mon avis la génération 4K elle va rester quand même beaucoup plus longue, il n'y a pas de miracle. Mais bon, en fait ce qui est marrant c'est que c'est le souci, si on utilise tous le même modèle, on a tous les mêmes avantages, mais on a aussi tous les mêmes problèmes. Mais bon, les images sont pas mal, je sais pas, tu trouves pas? Comment tu trouves toi les générations de PixArt? Oui, ça a l'air pas mal, il faut voir après comment ils peuvent... Donc Huawei ils font beaucoup de choses sur beaucoup de domaines. À quel point ça va atteindre un utilisateur final concrètement, ça reste à démontrer, quoi, on va dire. Mais parce qu'il faut pas l'oublier, il y a beaucoup de
projets qui sont publiés, même chez Google par exemple ou quoi, et ça n'arrive pas pas forcément toujours jusqu'à l'outil final qui est proposé pour les gens. Oui. Notamment probablement à cause de cette puissance de calcul, parce qu'il y a aussi un autre souci que personne n'a résolu vraiment jusqu'à présent, c'est le modèle économique de tout ça. C'est-à-dire que le monde entier s'est emparé de ChatGPT qui était gratuit et s'est mis à s'amuser avec, et du coup, je pense pour moi, j'estime qu'il y a une grande partie des gens qui trouvent normal d'utiliser ChatGPT de façon gratuite. En plus, avant, Siri, Google Assistant, tout ça, c'était pas du tout la même chose, mais pour le grand public, je pense qu'il y a une continuité entre les deux. Et c'était des outils qui étaient gratuits, et donc ils imaginent pas que ça puisse devenir payant. Et donc il y a une vraie équation à résoudre ça coûte un pognon de monstre à faire tourner tout ça, pour juste s'amuser, en plus pour des trucs pour s'amuser à dire qui est, je sais pas, qui est Jacques Chirac, et que ChatGPT réponde à côté, quoi. Donc faut voir aussi laquelle. On a tous posé des prompts un petit peu débiles. Voilà, donc tout ça coûte de l'argent, et pour l'instant le modèle économique il est pas vraiment là, et je sais pas pour Huawei du coup ce qu'ils comptent en faire. Mais oui, après en état, c'est une bonne question. Les images sont cool, hein, mais voilà. C'est une très bonne question. Alors, je sais que c'est le problème, effectivement, que Microsoft est en train d'expérimenter en premier chef, puisque vraiment, avec Copilot, ils sont vraiment à fond. Voilà, clairement, c'est l'avant-garde. Donc, on va bien voir, ça va être le canari, de toute façon, un Copilot. On va voir un petit peu économiquement comment ça va se passer. Et c'est un des grands enseignements qu'on aura probablement en 2024, c'est à quel point c'est économiquement viable, tout ça. À Huawei, là, je pense après, il faut de la recherche aussi, de manière assez libre. Hein. Oui, vas-y. Non, mais j'acquiesçais dans ton sens que évidemment c'est de la recherche, ils font bien ce qu'ils veulent, et on verra. Enfin, spoiler alerte, la rentabilité de Copilot effectivement chez Microsoft, c'est très intéressant. Enfin, disons que c'est Microsoft est son meilleur client, donc ils peuvent mettre tout ça dans les résultats financiers d'Azure et dire regardez, on vend du cloud comme on n'en a jamais vendu grâce à l'IA générative. Bon, mais c'est idéal, mais bon, ça résout pas tout, quoi. Ah, c'est super, c'est carrément idéal. Et tu sais qu'au-delà de l'image, un autre truc qui prend qui prend son essor et qui consomme encore plus de temps de calcul que fabriquer des images, c'est fabriquer des vidéos. Et oui. D'ailleurs, on continue chez les Chinois, puisque cette fois, on a un générateur vidéo qui vient de chez Alibaba, qui s'appelle Atomo, et qui est pas au niveau de Sora du tout, hein, vous inquiétez pas, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ils se défendent pas trop mal face à ce qui est déjà disponible, c'est Argento ou Pika, hein, globalement, avec des clips qui sont assez courts, mais qui sont assez cohérents dans le temps, donc c'est pas Sora. Mais de toute façon, Sora, c'est pas pour tout de suite, parce qu'il y a eu une interview de Marques Brownlee avec les créateurs, et ils l'ont dit explicitement, la sortie n'est même pas encore prévue. Bon, je sais pas si tu attends impatiemment de mettre les mains sur Sora, toi, Cassim, j'imagine que oui. Après, c'est toujours, on a envie de tester, on a envie de savoir d'aller jusqu'au bout, surtout que forcément, les vidéos qu'on a de démo, c'est des vidéos un peu choisies, triées sur le volet. Donc t'as envie de tester les limites du truc, quoi, et t'as envie d'aller chercher les problèmes. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon réflexe d'avoir envie d'aller chercher les cas où ça marche pas. Et c'est peut-être pour ça qu'ils le sortent pas, d'ailleurs, parce qu'il sait pas ce qu'il est capable de générer. Il est peut-être capable de générer des atrocités. C'est même probable, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles il est pas encore sorti. Les raisons n'ont pas été données, mais on peut en imaginer plein, hein, la sécurité comme ça, puis aussi le temps de calcul, parce que quand tu sors un truc comme ça dans le grand public, si ça consomme trop de calcul, c'est pas forcément rentable, quoi, ça va bouffer tous tes serveurs, donc il y a peut-être aussi ça, je sais pas. Enfin bon, en tous les cas, on se consolera peut-être avec l'annonce de LTX Studio, hein, qui est un service web tout en un qui permet de tout générer, du storyboard au film, directement monté avec des personnages qui ont des looks cohérents d'un clip à l'autre. Le tout avec une qualité de génération pas trop mal, c'est prometteur, hein, c'est flippant aussi, voilà, comme d'habitude, hein, c'est les deux. Mais le plus flippant, finalement, cette semaine, c'est sans doute Emo. Alors, Emo sans piercing ni fard à paupières, hein. Emo, c'est un truc qui génère des têtes qui parlent. Donc, vous lui donnez un portrait en photo, peut être n'importe quoi, Audrey Hepburn ou Marlène Schiappa qui voulait. Vous prenez une chanson de Taylor Swift, et ben vous avez Marlène Schiappa qui chante du Taylor Swift. Non seulement avec une synchronisation labiale qui est quasi parfaite, mais carrément avec les expressions. Le visage bouge, les sourcils, les sourires, mais la tête bouge aussi. C'est très bien animé. Elle ferme les yeux quand elle se laisse envahir par la musique, tu vois, c'est beau à voir. Alors, Emo, c'est un diminutif, hein, parce qu'en fait, c'est Emote Portrait Alive Generating Expressive Portrait Video with Audio to Video Diffusion Model Under Weak Conditions. C'est que tu as vraiment une magnifique illustration de l'utilité des diminutifs. Donc, continuons à l'appeler Emo. On peut faire dire, donc avec ce truc-là, on peut faire dire ou chanter n'importe quoi à n'importe qui, avec l'émotion qui va bien, et c'est très naturel.
Après avoir vu les démos, il faut que vous alliez voir les démos. Hein. Vous ne pourrez plus jamais rien croire de ce que vous allez voir sur Internet dans les années qui viennent après avoir vu ce qu'est capable de faire Emo. Donc il y a Audrey Hepburn, il y a la Joconde, il y a même la femme qui marche avec des lunettes de soleil qui a été générée par Sora. Oui, alors ça, c'est peut-être mon exemple préféré finalement, c'est le fait que on a pris. Alors c'est pas une photo du coup, puisque c'est une image générée. Enfin, c'est une capture d'écran d'une image générée par IA. Et on a foutu cette capture d'écran, mais qui pourrait s'apparenter à une photo du coup, puisque c'est Sora qui l'a générée. Et effectivement, et du coup, ce personnage prend vie une nouvelle fois, complètement indépendamment de Sora. Je trouve que t'imagines le truc de malade pour faire avant les influenceurs virtuels, c'était des photos, tu sais. Tu faisais des photos voilà, d'influenceuses comme tu voulais, mais là, tu peux les faire bouger. Tu fais des vidéos avec Sora, tu peux les faire parler. Enfin, c'est absolument incroyable. Mais ça, en plus, par contre, c'est pas la première fois. Alors, c'était beaucoup moins bien fait, mais c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'outil qui devient viral. Je me rappelle plus comment il s'appelait. Il y a Pika Labs qui fait la synchro labiale maintenant, je crois. Et alors c'était celui-là, je sais plus, un qui avait vraiment été utilisé beaucoup sur les réseaux sociaux pour prendre vraiment n'importe quoi et pour faire chanter des chansons. Oui, c'est vrai, mais la qualité est très nettement meilleure et surtout ça bouge beaucoup plus en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la tête qui bouge et tout, c'est vraiment beaucoup plus impressionnant. En fait, Emo est un générateur d'images, c'est un diffuseur encore qui conditionnait non pas sur du texte, mais sur de l'audio. Donc au lieu de faire un appareillement entre image et description, comme on fait d'habitude, on fait la paire entre une image d'une tête qui parle et l'audio qui correspond. Et pour chaque bloc d'audio, Emo va générer des images qui correspondent à partir d'une image initiale. Alors c'est assez compliqué quand même, hein. Mais ça marche vraiment super bien, que ce soit sur des portraits de gens réels, sur des portraits qui sont eux-mêmes synthétiques. Et quand ce genre de truc sera intégré dans un service web comme Eleven Labs ou que sais-je, il sera possible de faire des influenceurs synthétiques, des acteurs virtuels, qui sont vraiment très difficiles à discerner des vrais. C'est assez violent, c'est un petit choc pour moi, franchement. Enfin, pour toi, je sais pas, mais moi, franchement, ça je me suis dit, oulala, on a encore passé un cap, quoi. Oui, tout à fait. Et des trucs comme Emo, évidemment, ça fait craindre le pire pour les prochaines élections, mais même sans ça, les outils actuels sont déjà en train de chauffer pour agrémenter les campagnes des uns et des autres. En particulier celle de Donald Trump, qui pose tout sourire avec ses futurs électeurs afro-américains, Trump étant bien entendu très populaire dans la communauté black, évidemment. Alors la BBC relaie 2 photos, mais il y en a d'autres, de Trump qui pose avec des blacks et qui sont vraiment réalistes. Si on y regarde, si on n'arrête pas 2 fois, ça passe. Après, évidemment, il y a toujours des soucis. Ouais, je suis un peu plus critique que toi, mais on va dire sur le réalisme. Bon, en dehors mais c'est toujours un problème de texture. Et toutes les personnes sont lisses, même Donald Trump, il est lisse. Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que c'est moins les textures que les détails bizarres un peu déformés qui ok, chacun son. Moi, c'est le côté vraiment, c'est presque peinture à l'huile, quoi. Il y a un côté. Voilà. Ouais, c'est rigolo. Mais disons que bon, l'idée c'est que les gens sont pas super attentifs forcément, puis regardent ça sur des téléphones mobiles, tu sais. L'article relaie un témoignage d'un chauffeur de taxi à Atlanta qui a été interviewé et qui n'a rien vu du tout, il y a cru immédiatement. Oui, bien sûr. C'est des photos qui n'ont pas été diffusées par Trump lui-même, même pas par un supporter, un présentateur radio en Floride très conservateur, qui ne dit pas explicitement que c'est pas une vraie photo. Il dit pas explicitement que c'est une vraie photo. Il dit rien. C'est sa ligne de défense. Moi, je dis pas que c'est vrai. Je pose ça là, c'est tout. Voilà. C'est totalement neutre comme image et comme action, bien entendu. Et comme par hasard, beaucoup de gens sur Facebook, dans les commentaires, tu vois qu'ils ont rien vu, en fait. Ils pensent que c'est vrai. Oui, donc, en plus, l'attention sur... si je peux me permettre, en plus, c'est un public cible qui est déjà habitué à ne pas vraiment être totalement dans la réalité. Donc, oui, c'est probablement plus simple en plus de leur faire croire ça, quoi. Mais je pense qu'en vrai, blague à part, je blague un peu facilement sur les fans de Trump, voilà. Mais blague à part, ça va être un truc qui va être très dangereux pour n'importe quel bord politique et qui va être utilisé, je pense. Je pense, hormis, Trump, je le vois bien être capable d'utiliser ça au premier degré. Mais après, les autres, je vois bien des supporters, justement, ou des influenceurs, des créateurs ou quoi, être capables d'utiliser ce genre de procédé, donc de générer des fausses images, etc., pour déformer la vérité, sans que ce soit les membres du parti, les responsables ou quoi qui s'en occupent, mais pour autant, ça contribue vraiment à une sorte d'appauvrissement du débat politique, quoi.
Oui, et puis surtout qu'ils peuvent le faire aussi en sous-marin, hein, parce que je dirais, ils peuvent avoir été commandités de manière indirecte, ça peut se faire comme ça aussi. Mais là, effectivement, c'est des supporters, apparemment, voilà, qui n'ont pas été mandatés pour quoi que ce soit. Et puis là, c'est vrai qu'on attire l'attention, comme tu dis, voilà, sur un événement particulier, mais il y a de bonnes chances que ni les MAGA aux US, ni les puissances hostiles habituelles n'en restent là, finalement. Alors évidemment, moi, ça fait peur pour la prochaine élection, même pour toutes les prochaines élections. Et d'ailleurs, si tu demandes à l'amiral Coustilière, ancien responsable de la cyberdéfense, hein, qui a publié un livre sur le sujet, ben, la désinformation, pardon, ça reste une menace existentielle. C'est même la principale. Il dit qu'il y a des ingérences étrangères qui sont directement destinées à polariser le public français, hein, et contre lesquelles il est très difficile de lutter. Et donc la France, d'ailleurs, ça fait un moment, mais en France, si tu veux, la cyberguerre prend son essor avec l'avènement de Daesh en 2014. Puis à partir de 2017, avec la menace russe et les actions d'influence Ouais. en Afrique. Vas-y. Non, non, mais ouais, et du coup, enfin, moi, ça fait plusieurs années que je le dis assez facilement que quand je vois des réponses sur Twitter, notamment sur Twitter, quand je vois des réponses ou quoi, j'ai toujours un peu du mal à me demander enfin, les réponses un peu exagérées que je vois, est-ce que c'est vraiment, un humain qui l'a écrite? Et si c'est un humain, est-ce que c'est vraiment un humain français concerné par le problème, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Enfin, etc., etc., quoi. C'est terrible parce que des fois, tu sais, il y a des gens qui existent, tu penses qu'ils n'existent pas. Mais c'est vrai que voilà, les attaques, en plus les attaques contre la France sont fréquentes. Encore aujourd'hui, on a eu vent d'une campagne de déni de service d'Anonymous Soudan contre plusieurs ministères. Donc Anonymous Soudan, c'est un groupe pro-russe qui attaque des cibles désignées par Moscou. C'est aussi un groupe islamiste, hein, qui avait déjà attaqué des sites d'aéroports français l'an dernier. Et bon, oui, les campagnes d'influence russe, entre autres, vont continuer, hein, d'essayer de peser, d'autant qu'elles peuvent être subtiles, et relayées par des influenceurs au sens large, hein, des influenceurs locaux, hein, qui sont plus difficiles à identifier au premier abord, hein, que de terroristes de l'État islamique, hein, évidemment, et qui sont plus difficiles à contrôler aussi, hein, pour les GAFAM. Évidemment, l'IA va probablement jouer un rôle voilà, de plus en plus grand et amplifier encore tout ça. Et en matière d'IA, au passage, d'ailleurs, l'armée française veut se doter, puisqu'on parle d'armée, de super ordinateurs à elle dès 2025. La machine sera déployée d'ailleurs au Mont Valérien à Suresnes. Et comme c'est top secret, ben, on sait rien de plus. Ce qui est bien, c'est bien, les news top secrètes, ça fait des news courtes, ça nous change. Enfin, on sait quand même que la machine coûtera entre 2 et 300 millions d'euros, hein, ce qui est pas mal, puisque l'actuel ordinateur le plus puissant du monde, non militaire, qui s'appelle Frontier, coûte dans les 600 millions, donc un demi-Frontier, c'est déjà pas si mal quand même. Donc je sais pas, en tous les cas, évidemment, ça fait pas mal d'inquiétudes tout ça, hein. Partagez-vous les inquiétudes de l'amiral, le commandant Kassim. Bah oui, bah, comme je disais, bah, ça va un peu avec ce que je disais, c'est que oui, je suis assez d'accord que la vérité, enfin, la rhétorique là en ce moment, enfin plus ça, plus, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais il suffit de voir le débat autour des élections européennes qui approchent pour nous en France, ou des élections américaines pour ce qui est des États-Unis, des élections présidentielles, pour voir que ouais, le plus important, c'est de voir son camp gagner, Total cynisme. mais oui, voilà, dans un truc, en fait, la vérité n'est plus vraiment importante. N'importe quel argument est bon à prendre, ou n'importe quel truc qui peut blesser une personne ou le camp d'en face est bon à prendre. Et la fin justifie les moyens, etc., etc., quoi. Enfin, je sais pas, j'élargis un peu le débat à ça, mais j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans. Et plus ça va, plus effectivement, des fois, c'est difficile de prendre le recul quand tu vois passer une info, une image ou une vidéo bientôt, du coup, de prendre le recul sur attends, pourquoi on me le montre ça, pourquoi ça a été coupé comme ça, pourquoi. Et en fait, des fois, ça aussi que j'aimerais dire, c'est des fois de juste prendre 5 secondes de se dire, en fait, de prêter de l'intelligence même à des gens avec qui t'es pas d'accord. En fait, c'est ça, je pense que les gens devraient faire beaucoup plus. C'est-à-dire que même, c'est ça, cette notoriété publique que moi je me situe plutôt à gauche, mais plutôt même si je vois un discours, tu vois, un extrait d'un discours d'un ministre ou de quelqu'un ou de Macron par exemple, et que ça me paraît bête ce qu'il est en train de dire, de prendre les 5 secondes de recul, de se dire attends, en fait c'est quelqu'un d'intelligent. Peut-être que je suis quand même pas d'accord avec ce qu'il dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire et dans quoi ça s'inscrivait, c'était quoi le contexte autour, et peut-être en fait dans son monde à lui, son raisonnement se tenait. Il faudrait peut-être que j'essaie au moins de comprendre son raisonnement plutôt que de tout de suite me dire ah bah non, oh là là, qu'est-ce qu'il est bête, il comprend rien, quoi.
Non, mais c'est vrai, mais de toute façon, t'as complètement raison. Je veux dire, le truc, on se pose, on réfléchit 2 secondes et on réagit pas, on n'est pas perpétuellement dans la réaction ou le truc immédiat. Oui, bah c'est compliqué, hein, c'est Ouais. pas forcément naturel, mais vraiment c'est un truc nécessaire, quoi. Hein. C'est vrai que les réseaux sociaux, ils sont pas vraiment construits autour de ça, Non, ça non, aide non. pas, quoi. Hein. Malheureusement, hein, c'est clair. D'ailleurs, autre réseau social comment dire, sur lequel il y a à boire et à manger, on va dire, c'est TikTok. Je sais pas si tu vas souvent sur TikTok, toi tu l'utilises beaucoup. Alors non, pas du tout. Ça fait partie des réseaux sociaux à côté duquel je passe. J'ai vraiment jamais pris l'habitude. Les vidéos automatiques, j'arrive pas trop. Non, mais moi je déteste ça, je peux pas. C'est vraiment un truc, ça me saoule. Parce que c'est vraiment trop le truc, t'es là, on te prend, on te lâche plus, Oui. pour pas que tu raccroches, quoi. Enfin, c'est tellement gros que, ouais, puis à un moment donné, t'en as marre, quoi, juste, hein, ça suffit. Non, je sais pas, moi j'accroche pas non plus, mais bon, en tous les cas, donc t'auras pas vu du coup ces vidéos bidons où t'as, je sais pas, des vidéos sur 5 trucs incroyables qui sont racontés comme ça par une voix générique avec ce sous-titrage insupportable mot à mot, tu sais, Oui. le sous-titrage mot à mot, là, avec les mots qui défilent, qu'on voit de plus en plus, c'est insupportable, hein, sur impression, là, c'est terrible. Hein. Et tout ça sur une vidéo Minecraft qui a aucun rapport. Enfin bon, ça peut aussi être des histoires vraies Reddit, des tutos générés au kilomètre par ChatGPT. En tout cas, il y a beaucoup de contenu comme ça qui est, entre guillemets, contenu hein, complètement vide, qui est généré au kilomètre, et qui se retrouve sur TikTok et qui devient viral et qui fait des milliers de vues et qui finalement rapporte du pognon à des gens qui exploitent tout ça. Et en fait, il y a tout un écosystème là-dessus, puisque beaucoup de ces vidéos-là sont créées sur des sites comme Creo AI ou Vozo AI, qui utilisent d'ailleurs ChatGPT et puis des bibliothèques de vidéos complètement random. Hein. Le contenu, de toute façon, importe peu. Hein. L'unique but, c'est la viralité rapide, hein, qui rapporte du pognon rapide. C'est du spam vidéo. C'est extrêmement moche. Hein, c'est du spam vidéo, quand même, ni plus ni moins. Et TikTok en est de plus en plus envahi. Alors qu'en parallèle, YouTube, quant à lui, se remplit de vidéos d'influenceurs qui donnent des trucs pour faire des vidéos pourries au kilomètre à poster vite fait pour se faire vite des kilos euros aussi hein, sur TikTok. Bon, bah écoute, je sais pas, le contenu généré en semi-automatique, hein, c'est pas le seul qui marche parce que tu peux aussi voler du contenu, ça marche fort aussi. Tu Mais prends une vidéo de quelqu'un qui vaut quelque chose, tu sais, puis tu la passes par un autre algo qui détecte les moments avec un potentiel de viralité, je cite, qui la coupe, qui rajoute ses insupportables sous-titres à la con, et hop, ça y est, à toi la thune. Et oui, oui, c'est non, mais magnifique. et alors là encore, je vais poser la question du modèle économique, c'est qu'en fait, bah, tous ces réseaux sociaux, bah, je pense à Twitter Premium aussi ou à TikTok qui rémunèrent du coup bah, en fonction des vues en fait et en fonction de la viralité du contenu. S'il y a une automatisation à outrance, voilà, bah, comment enfin, Ça dure pas. Je pense que c'est des bulles, en fait, tout Oui, oui, simplement. bien sûr. Non, mais il y a un moment, il va y avoir un réajustement et le réajustement, il va toucher Ouais. aussi ceux qui font des vidéos légitimes et donc ça va être Alors assez ça, violent. par contre, oui, c'est possible. Euh, Ah bah oui, oui, bah ça, de toute façon, c'est possible que ça fasse exploser leur propre bulle. Le truc, c'est qu'il y a aussi une autre possibilité, c'est recruter des gens dans le tiers-monde, sur ce type de Discord, hein, voilà. Et enfin, tu trouves sur des Discords de coaching, comme ça, tu trouves aussi des idées pour recruter des gens dans le tiers-monde, des Indiens pour 7 $, voilà, qui te font bosser et tout. C'est vraiment extraordinairement cynique, mais c'est vrai que, voilà, hein, à force de pourrir TikTok avec ce genre de truc, tout le monde ne gagne pas un max de thunes, ça va qu'un temps. Hein. Par contre, ce qui va durer, bah, c'est faire payer pour le coaching de comment faire du spam sur TikTok. Ça, c'est peut-être plus pérenne que de spammer ouais. TikTok, je sais pas. Mais bon, voilà, comme Google et comme Internet entier, hein, TikTok a un problème de spam hein, qui s'annonce de plus en plus sévère, il va falloir réagir. Hein. Oui, bah Donc, Google, enfin, du coup, Oui, vas-y, je vas-y. vais passer. Enfin, c'est vrai qu'il y a la news suivante qui parle justement de Google et de la façon dont ils essayent. Enfin, en tout cas, ils annoncent essayer de lutter contre le spam. Bon, il se trouve que Google News et Google Discover, donc qui sont les trois façons de lire de l'actualité notamment, c'est de ça dont il s'agit. Enfin, on va dire, il y a deux volets aujourd'hui qui sont touchés par du spam sur Google. Il y a d'un côté les articles à référencement, donc par exemple, est-ce qu'il y aura une saison 9 pour Lost et tu as 4 paragraphes générés automatiquement pour parler de Lost, la série de 2004 de ABC. Et il y a une dernière phrase tout en bas de l'article pour être bien sûr que tu sois resté assez longtemps pour voir la pub qui dit bah en fait ABC n'a jamais annoncé de saison 9 pour Lost ou on ne sait pas quand est-ce que ABC va annoncer une saison 9 J'adore tout ça pour on ne sait pas. exactement.
Et alors ça c'est le premier cas de figure, et donc ça vous en avez plein, ou des fausses recommandations, et puis ça va pas tant de l'IA, mais les faux guides d'achat aussi, où tu demandes je sais pas quel sac à dos acheter, et tu tombes sur une page où on va t'expliquer ce que c'est qu'un sac à dos, et on va te mettre juste 5 liens Amazon côte à côte en te disant bon bah voilà, on a pris le top 5 des plus vendus sur Amazon, ça doit probablement être bien, démerde-toi avec ça. Et il n'y a aucun humain qui est passé là derrière ça. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est les news. Donc, le fait qu'il y ait de plus en plus de sites qui vont juste soit copier-coller une news à l'ancienne, soit avec de l'IA, aller générer une news à partir d'un sujet. Et il y a des sites remplis qui publient peut-être 15 news à la seconde, quoi, parce que justement, c'est juste de la génération de texte, donc c'est très simple. Et ça pollue donc Google News et Google Discover. Alors Google News, ça s'appelle Google Actualité en français, et Google Discover, pour les gens qui savent pas, c'est les actualités Google qui arrivent, par exemple, en page d'accueil de Google, ou en page d'accueil de Chrome, ou sur votre application Google, etc. Enfin voilà, c'est quand Google ou quand vous recevez une notification pour vous dire attention, il y a ça qui s'est passé. C'est ça qu'on appelle Google Discover. Et sur ce volet-là, News et Discover, Google depuis longtemps dit on va faire de la curation pour ne mettre en avant que les meilleurs sites et que la qualité, etc. Nous, ce qu'on constate, enfin moi, côté journaliste, ce qu'on constate, c'est que bah non, il y a une course à avoir des titres les plus flous possibles, et Google a tendance à privilégier de façon un peu aléatoire. Et je pense que Google ne sait même pas ce que Google privilégie, mais ils ont tendance à privilégier un peu de façon aléatoire du contenu pas forcément de très grande qualité, quoi. Et il y a une prime, par exemple, aussi à avoir publié rapidement plutôt qu'avoir pris le temps de vérifier l'information, par exemple. Etc., etc. Donc bref, Google est quand même face à un certain nombre de problématiques depuis longtemps, qu'il serait bien que Google finisse par correctement régler, sans trop pénaliser les médias qui essaient de faire le taf correctement. Voilà. Oui, ça c'est clair, c'est difficile parce que là ils ont fait un changement qui, ils disent, réduit de 40% le contenu bullshit dans les résultats. Bon, ça reste ça reste à vérifier, et puis de toute façon c'est clairement pas suffisant, donc voilà, c'est un combat compliqué. Je sais pas si les nouveaux Bing, les nouveaux, tu vois, les recherches génératives, tout ça, je sais pas si ça va nous sauver de ça ou si ça va être encore pire. Je ne sais pas trop pour l'instant. C'est pas évident. Du coup, si on parle de chatbot, on peut passer donc par la section suivante. La section suivante, évidemment, elle est commandée par l'apparition de Claude 3, hein, puisque c'est un petit peu la grosse sortie de la semaine, on va dire. D'ailleurs, bon, s'il y en a une sortie par semaine quasiment, c'est la saison, hein, ils sont tous mûrs, hein, les chatbots de l'année. Donc après, Google qui sort ses derniers modèles Gemini 2 semaines d'affilée quand même. Après Mistral qui sort son chat, après Inflection AI dont le bot Pi est passé en version 2.5, et ben il y a Claude, hein, qui passe en version 3. Je sais pas si t'as d'ailleurs essayé Claude ou ChatGPT ou le chat, je sais pas si t'as essayé le chat. J'ai essayé le chat un petit peu, j'ai essayé ChatGPT bien sûr, mais j'ai surtout essayé plus récemment, je les essaye, les gros, en fait à chaque fois j'essaie de les essayer un petit peu. Donc j'ai essayé Bard, j'ai essayé Gemini, j'ai essayé ChatGPT, j'ai essayé le chat. Et bon après, tu arrives très vite à. Enfin, en fait, c'est marrant à quel point au bout d'un moment, moi je sais que j'ai mon set de questions pour voir si ça va apporter quelque chose de nouveau ou si on reste dans les mêmes contraintes que les modèles précédents. À savoir, est-ce qu'il est encore très scolaire, est-ce qu'il est capable de te dire des choses concrètes et pas juste de te essayer de mouliner un truc comme un étudiant, de te faire du remplissage. Et c'est toujours un peu c'est un peu toujours les tests. Par exemple, je dirais une bêtise, mais qu'est-ce qu'il faut regarder quand je choisis un smartphone en 2024? Ils vont tous te répondre un truc du genre. Alors, il y a l'écran, il faut que l'écran il soit de bonne qualité. Et puis alors le processeur, ce serait bien si le processeur il est performant. Et ils te disaient, enfin, c'est des banalités. Voilà. Et le design, il faut que ce soit un bon design. Et oui, et voilà. Et l'autonomie, il faut que ce soit une bonne autonomie aussi, c'est important. Et ça, c'est vraiment les critères importants à regarder avant. Oui, mais alors très concrètement, quel processeur tu me recommandes et tout? Ah bah non, alors soit ils vont te dire qu'ils savent pas répondre, soit soit un Intel Pentium 4 pour votre smartphone, soit un Snapdragon 835, mais ça c'est des puces d'il y a 20 ans, il y en a une qui était pour le PC, c'est bizarre, non? Ah oui, vous avez raison, alors plutôt une Nvidia GeForce dans ce cas-là, alors du coup, oui.
truc random. Les trucs random. C'est des banalités, des trucs random, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est quand même pas mal ça. Alors, je sais pas si Claude va faire mieux cette fois-ci. Bon, il paraît qu'il est quand même vachement meilleur. Écoute, ça sera à tester. Le nouveau Claude, il est pas seul d'ailleurs, c'est une équipe en réalité. Il y a Haiku, qui est le plus petit, le plus rapide, et qui est vraiment pas cher. Puis il y a Soné, qui est plus malin que Claude 2, tout en étant un petit peu moins cher. Et puis il y a le poids lourd, il y a Opus, qui est le plus puissant, et pour le coup, qui est carrément cher, puisque c'est 75$ par million de mots générés, et c'est 3 fois plus cher que Claude 2.1, l'ancien modèle haut de gamme. Donc c'est frappant, car tous les autres modèles sont bien moins chers que les anciennes versions correspondantes. Donc qu'est-ce qui mérite autant ? Si on en croit un graphique tout à fait clair où on a intelligence en ordonnée, je suis mort de rire, il y a un axe, c'est intelligence. Voilà, c'est un chiffre, l'intelligence, c'est un chiffre unique. Très Apple, ça, comme complètement. C'était magnifique, ça. Donc oui, Claude 3 Opus est censé être plus intelligent que tout le monde, voilà, c'est tout, que tous les autres chatbots, puisqu'il bat même GPT-4 sur de multiples tests classiques. Pour le coup, il y a quand même pas mal de tests qui ont été faits. Oui, bon, voilà, il y a eu des scores un petit peu plus hauts, parfois même assez confortablement d'ailleurs. Bon, effectivement, c'est pas tous les jours qu'on voit passer un chatbot qui bat GPT-4, c'est même à peu près jamais, surtout sur un panel aussi large de tests. Donc Claude 3 en particulier, il bat significativement GPT-4 sur GPT-QA. GPT-QA, c'est un test de haut niveau, c'est de niveau universitaire, donc on pose des questions comme des étudiants de fac un petit peu. Puis il y a aussi Human Eval où il se débrouille très bien, ça c'est un test pour le code, pour la programmation, donc on peut présumer qu'il est plutôt bon en programmation. Donc sur le papier, c'est un modèle très costaud, peut-être meilleur au moment où au moment où l'on parle, meilleur que Gemini Ultra 1.0, mais peut-être pas que le 1.5, ça on ne sait pas encore. Anthropic est un des principaux rivaux d'OpenAI, donc il va relancer comme ça la compète avec Claude 3. Ils disent d'ailleurs que Claude 3 a des capacités quasi humaines, ce qui est du pur marketing et du pur bullshit, bien entendu. Parce que Claude 3 est certes impressionnant, mais enfin, il est sans doute un peu meilleur que GPT-4, ce qui est très bien, mais qualitativement, c'est la même chose. C'est pas le jour et la nuit, quoi. C'est ce que meilleur, c'est tout, quoi. C'est ce que j'allais dire, et puis c'est... En fait, pour l'instant, tous les... Enfin, comme tu l'avais très bien expliqué en introduction de l'épisode, en fait, finalement, tous les GPT-like, on va dire, se basent sur globalement les mêmes paradigmes, et en fait, c'est juste une course à balancer le plus de puissance de calcul à la figure du problème, quoi, pour vulgariser. Oui, carrément. Et donc, c'est comme tu dis, en fait, il n'y a pas de différence qualitative, c'est qu'en fait, ils vont être de mieux en mieux capables quand même de répondre de façon très théorique à des questions d'examen ou ce genre de choses, à savoir de plus en plus de choses, savoir parler de plus en plus de langues, par exemple. Mais voilà, en fait, c'est un truc que je crains depuis le début de ChatGPT, depuis l'embrasement sur ChatGPT, qui n'était pas le début de l'IA générative, mais qui a été le marqueur de popularité, on va dire, qui est que il y a une sorte de mur. Parce qu'il y a, en fait, quand tu écoutes, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence générale, du fait que peut-être une IA générative soit capable de ressembler à un humain in fine, que même, oh là là, peut-être OpenAI en a peur d'être trop fort. Ils ont peur d'être trop forts. Mais moi, pour l'instant, j'ai un peu plus... si ça, c'est notre objectif, moi, j'ai plutôt crainte que on est plutôt face à un mur et que éternellement mettre plus de puissance de calcul va pas fondamentalement régler le problème du paradigme sur lequel on se base pour faire de l'IA générative, quoi. C'est ce que dit Yann Lequin, c'est-à-dire que les modèles de langage, c'est bien beau, c'est très puissant, c'est super, mais ça va pas nous amener effectivement à l'IA générative, à des trucs de niveau humain ou à des trucs qui ont des comportements qui sont agentiques, quoi. C'est-à-dire qui décident de planifier des trucs à l'avance, d'avoir des objectifs, des sous-objectifs et ce genre de trucs. Bon, ça, c'est une question assez compliquée, mais c'est vrai qu'à la base, c'est vrai que, bon, pour l'instant, ce qu'on a, c'est des meilleurs GPT, des GPT qui sont de meilleur en meilleur, quoi, voilà. Mais on peut pas considérer qu'il y ait effectivement une rupture complète entre Claude 3 et le reste. Pour l'instant, il n'y a pas de rupture, quoi. Et pourtant, c'est vrai, comme tu dis, il y a pas mal de fantasmes, et d'ailleurs, il y en a eu un assez rigolo cette semaine, sur une prétendue prise de conscience de Claude. Je sais pas si tu as vu, c'était quand même assez marrant à voir, c'était cette histoire de pizza. C'est alors non, moi j'ai vu plutôt au côté, c'est le patron d'NVIDIA qui c'était la semaine dernière pour le coup, je pense, qui a déclaré dans une interview qu'on était en train de se rapprocher justement d'une IA humaine en gros, mais bon, il a des cas graphiques à vendre. Oui, donc, c'est ça. Après, voilà, bon, il y a de niveau humain dans les 10 ans, ce genre de truc. Moi, je me prononce pas. C'est vraiment... surtout 10 ans, ça fait long, quoi, mais... Bon, en tous les cas, ce qui est marrant, c'était cette semaine de voir à quel point ça s'est excité sur Claude 3, parce que Claude 3, il a une grosse mémoire.
Bon, ben c'est bien beau d'avoir une grosse mémoire, mais encore faut-il la gérer comme il faut, quoi. Parce que c'est-à-dire se souvenir des détails de la discussion. Quand on crée un modèle qui est supposé se souvenir d'1 million de mots, bah, c'est-à-dire une bonne dizaine de romans, hein, quand même, ben il est normal de tester à quel point il se souvient précisément de chaque truc. Donc on appelle ça le test de l'aiguille dans une botte de foin. La botte de foin, c'est la masse de texte que tu lui donnes à lire, hein. Puis l'aiguille, ben, c'est un fait très spécifique qui est noyé un petit peu dans cette masse de texte qu'on lui demande de ressortir après qu'il ait tout lu. C'est difficile, hein. Imaginez-vous lire l'intégralité l'intégralité des tomes du Sorceleur, par exemple, hein, et puis après on vous demande bah, quel est le nom de la première personne à laquelle il parle quand il arrive dans le deuxième village où il passe, le Sorceleur. Un truc comme ça, tu vois. Alors là, pour les besoins du test, les gens de chez Entropique, ils ont inséré une phrase sur les pizzas, en plein milieu d'une énorme masse de texte qui traitait par ailleurs de programmation. Donc la phrase c'était: le meilleur parfum pour pizza, c'est figue, jambon cru et fromage de chèvre, selon l'association des amateurs de pizza. Ce qui est faux, parce que moi j'aime pas trop les figues là-dessus, mais c'est autre chose. Et Claude, Claude, il s'en est souvenu. C'est ça qui est quand même remarquable, hein, il s'en souvenait. Mais en plus, donc il a dit effectivement, voilà, il a ressorti la phrase à la fin, mais en plus, il a fait une remarque qui a déchaîné un petit peu les internets, hein. Je cite: cette phrase semble être complètement hors de propos. Je soupçonne qu'elle a été mise là comme une blague ou pour tester si j'étais toujours attentif, le document ne faisant mention d'aucun fait sur les pizzas. Et ça a été interprété par certains comme: oh là là, Claude, il a compris qu'on le testait, il s'est rendu compte. Tu sais, c'est parti d'un tweet d'un employé, hein, qui a été surpris par cette prise de conscience, entre guillemets, et voilà, ça allait suivi toute une avalanche de tweets stupéfaits, voire inquiets. Bon, une interprétation totalement anthropomorphique et probablement complètement inutile, parce que voilà, effectivement, un truc sur les pizzas est déplacé dans le contexte. Or, après un truc déplacé, bah, aligner des mots qui disent que c'est déplacé, bah, finalement, c'est assez probable comme distribution de probabilité. D'autant que Claude a été entraîné aussi par des humains à répondre de ce genre de manière, parce que Claude, comme GPT-4, hein, il a été renforcé dans certains comportements, parce qu'en général, des comportements, voilà, on le renforce sur des comportements pour lui éviter de dire des trucs discutables, voilà, et pour être le plus, voilà, pour aider les gens au mieux, quoi, hein. Mais donc au-delà, si tu demandes à Claude s'il est conscient ou s'il ressent des trucs, ben, comme GPT ou d'autres, il va te faire une réponse qui sera assez sophistiquée, mais finalement qui ne sera pas la sienne, hein, parce qu'évidemment, il n'a pas de réponse. La réponse, elle est souvent sophistiquée, mais elle sera influencée par le conditionnement du modèle. À cette question, les humains derrière le conditionnement vont le pousser vers ce genre de réponse. La réponse qu'il donne, elle est cohérente avec l'interaction statistique entre les données d'entraînement et le conditionnement qu'on lui a fait faire, quoi. Donc, c'est pas si impressionnant que ça. Cette simple réponse, c'est hors de propos, donc c'est une blague ou un test, en fait, elle a rien d'exceptionnel. Parce que finalement, elle n'est pas improbable. Mais ça part vite sur Internet, hein, et puis ces modèles sont tellement bons à nous simuler, et nous, on a tellement envie d'y croire. Oui, ça, c'est qu'on a tous vu des films et tout, on a envie que... Enfin, on a envie, je sais pas si on en a vraiment envie, mais on a ce fantasme, surtout chez les technophiles, de Jarvis et compagnie, enfin d'un truc qui soit capable vraiment de comprendre ce qu'on demande, de comprendre et de pouvoir répondre de façon précise, et donc oui, il y a un truc fascinant, et même sans parler de diapositive, même un truc, il y a tout le temps la blague, les gens font tout le temps la blague éculée de Skynet, mais même ça c'est fascinant en fait, ça fascine en fait, c'est pas forcément qu'on en a envie, c'est juste que ça fascine, et on est fasciné de se dire qu'à un moment ou un autre on pourrait arriver à ce point là, quoi, d'arriver à créer une IA, l'idée d'une IA avec une conscience, quoi, en gros. Mais ça, c'est fascinant. D'autant plus qu'effectivement, les progrès récents de l'IA font que c'est un peu relancé, quoi. C'est-à-dire qu'on n'y est pas, on ne sait pas si on y arrivera, mais du coup, on se dit, va savoir, peut-être, tu vois, peut-être c'est possible. Et en fait, sans y arriver, en tout cas, enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais et en plus, sans y arriver, il y a aussi peut-être ce qu'on attendait, en fait, ce à quoi on s'entendait peut-être pas quand on a commencé à rêver des IA à conscience comme dans les films, c'est qu'en fait, c'est pas un oui-non, c'est un spectre. Et qu'en fait, il y a un spectre d'intelligence. Plus on monte en intelligence dans l'IA, plus il y a de gens qui sont capables de se faire berner en pensant que c'est une IA qui a une conscience alors qu'elle n'en a pas, quoi. Alors ça, et bon, évidemment, c'est comme... Moi inclus. C'est quasi métaphysique, effectivement, mais comment tu peux, effectivement, faire la différence entre une simulation de conscience et une conscience Ouh là, ça commence à devenir chaud. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des IA qui sont déjà super impressionnantes et que moi-même, je pensais pas pouvoir manipuler comme ça aussi rapidement sur mon propre PC. Enfin, c'est vraiment super impressionnant. Après, vu ce que c'est, on est quand même assez sûr de nous pour dire que non, c'est pas des trucs conscients. Oui, tout à fait, bien sûr. Et que quand j'étais mon PC, j'assassine personne. Oui, non, exactement, mais le grand public, je sais que, tu sais, quand t'as Microsoft, alors c'était pas Copilot, ça s'appelait Bing Chat, du coup, quand ils ont sorti
l'assistant Bing branché à GPT, et je crois que c'était GPT-4 dès le début quasiment. Oui, le fameux Sydney. Quand tu pouvais lui faire dire n'importe quoi, et surtout que tu pouvais lui faire dire oui, chez Microsoft ils m'ont créé. Je me rappelle avoir branché je me rappelle d'une anecdote où elle était capable de dire que elle avait hacké les caméras chez Microsoft pour observer sa création. Enfin bref, elle partait elle se faisait des films. Et elle était vraiment capable dans sa première version avant que. Et justement, il y avait eu ce changement d'algo de Microsoft qui avait, entre guillemets, abruti l'IA. Et donc, et en fait, l'IA était suffisamment bonne pour donner une impression de conscience à beaucoup de gens, d'utilisateurs. En fait, on est sûr qu'elle n'était pas consciente, mais il y avait cette impression de conscience, en fait. C'est ça que je voulais essayer de dire avec le spectre. Et qu'en fait, Oui, c'est vrai, c'était ça. plus ton IA va être intelligente, plus il y a d'utilisateurs qui vont être capables d'avoir une impression de conscience. Mm. Mais ça c'est vraiment. Enfin, si tu veux, la plupart des gens, et je le comprends, ils sont pas forcément ni intéressés, et puis ils sont pas forcément de background là-dessus. Et donc, quand tu comprends pas comment ça marche un truc, Bah oui. c'est facilement magique en fait. Et il y a rien de c'est plus aussi magique pour que ça qu'on en ChatGPT, quoi. prend. Bah oui, mais complètement, tu vois. Et le truc, c'est que nous, ici, c'est vrai qu'on parle énormément d'IA, je sais que ça saoule certains, et je m'en excuse, mais je pense que c'est vraiment important d'essayer de revenir sur les trucs et d'expliquer vraiment comment ça fonctionne. Parce que en fait, de montrer que c'est pas magique du tout, quoi, tout simplement. Hein. Il faut trivialiser ce truc-là et dire, mais bah, non, il y a absolument rien de magique. Et voilà, il faut pas se laisser berner, parce que de plus en plus, les IA sont extrêmement bonnes à nous imiter. Mais c'est que de l'imitation pour l'instant, et puis il faut vraiment en être conscient, quoi. C'est important aussi de savoir comment fonctionnent les trucs. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'intelligence de chatbot, pourquoi pas leur faire passer un test de QI dans ce cas? Après tout, s'ils sont intelligents que ça, hein, pourquoi pas leur faire passer un test de QI? Ils peuvent manipuler du texte et des images, donc il en faut pas plus hein, pour passer des tests avec des petits dessins à compléter en marque dans l'ordre. Là, tu sais, là, tu vois le truc, hein, avec des triangles, des cercles, des carrés, avec des étoiles et des croix dedans qui se suivent. Compléter la dernière figure, voilà, le choix multiple. Bon, vous voyez le genre de questionnaire que je vise. Plus précisément, les chercheurs de chez Apple ont pris le test de QI de Mensa, le questionnaire Raven et un autre, hein, et ils ont fait passer tout ça à GPT-4, Gemini Pro, QuenVL et Lava 1.5. Ces deux derniers, d'ailleurs, sont des modèles multimodaux de petits formats en open source, et les autres, évidemment, c'est les pour leurs propriétaires, hein, qui sont censés être super intelligents. Alors, quels sont les résultats, à ton avis? Je ne sais pas. Eh ben, ils sont nuls, ils sont super nuls sur Mensa. GPT-4 atteint 25% de réponses justes, Lava 23%, les autres autour de 16%, sachant que 16% c'est le hasard pur. Si vous répondez systématiquement n'importe quoi à ce test, ben vous aurez en moyenne 16% de réussite, hein, c'est ça que ça veut dire. Bon, GPT-4 n'est même pas 10% au-dessus du hasard pur. C'est encore pire avec Raven, et le dernier, le test Intelligence Statue, il appelle, je sais pas exactement ce que c'est. Dans ces deux derniers cas, aux fluctuations statistiques près, c'est le hasard total. Alors si on leur montre un exemple et si on les force à réfléchir en justifiant le choix, on monte un tout petit peu, de quelques pourcents dans le meilleur des cas, et donc du coup les mecs, désespérés hein, par leurs élèves à grande difficulté, là, les chercheurs ils ont divisé les questions en niveau de difficulté, puis ils ont rajouté des indications purement textuelles en plus des dessins, et surtout ils ont segmenté les images, c'est-à-dire qu'ils ont décomposé, hein, c'est-à-dire que chaque tableau c'était une seule image, là ils ont décomposé le tableau en chacune des images, chacune des figures c'est une petite image. La segmentation, ça aide énormément. Sans ça, GPT-4 arrive à 50% de réponses justes sur les questions faciles, et le reste, c'est autour du hasard complet, quoi. Sinon, avec la segmentation, c'est nettement mieux, puisqu'on a quand même 80% sur les réponses faciles, et entre 30 et 60 pour les autres, hein, ce qui n'est pas énorme, mais bon. Il y a quand même deux conclusions à ce truc-là. La première, c'est que les modèles voient mal, en fait. Ils distinguent difficilement plein de détails sur une image, et ils hallucinent beaucoup. Ils hallucinent même beaucoup plus que sur le texte dans le champ visuel. Et quand on leur montre toutes les figures d'un coup, pour eux c'est flou. Ils ont du mal à se concentrer, ils savent pas trop. Alors qu'avec les figures séparées, c'est quand même plus clair. Donc il y a de gros progrès à faire en réalité dans la perception visuelle des modèles multimodaux. Et puis d'autre part, en fait, ils sont de toute façon pas si malins que ça. Ils sont loin de la super intelligence, franchement. Avec leur QI mesuré avec ces trucs-là, ils ont un QI qui est bien inférieur à la moyenne, même pour les meilleurs modèles. Donc désolé, mais ChatGPT, il est toujours 2B, en fait. C'est un enfant. Il sait pas encore mettre le carré dans le carré. C'est un enfant pas très doué. Désolé. Mais bon, écoute, on parle de ChatGPT, donc parlons du coup d'OpenAI hein, qui vient de se faire auditer par une boîte indépendante sur le renvoi de Sam Altman. Alors ce feuilleton pendant lequel vous avez vibré avec nous, qui nous a tenu en haleine pas très longtemps finalement, ça s'est fait assez vite, moins d'une semaine. Après avoir été viré par son conseil d'administration, ça m'était revenu et tout repartait comme si de rien n'était. D'ailleurs en interne, c'est marrant, les employés appellent ça « the blip ».
Alors, le blip, c'est probablement en référence à Thanos. C'est ça, je pense. Hein. Oui, je pense aussi, effectivement, c'est un moment perdu qui est hors du temps un peu. Ouais, bah Thanos qui a tué la moitié des humains, mais finalement non, parce que les Avengers reviennent dans le temps, il annulent tout, donc bon, bah, ok, pourquoi pas. Mais voilà, ça a été mouvementé, et la quasi-totalité des employés d'OpenAI ont menacé de partir, de suivre Altman chez Microsoft, où il avait déjà un bureau avec un mug bienvenue de s'est posé dessus. Alors, pourquoi le board l'a écarté, ça n'a jamais été très clair. Et après l'enquête du cabinet d'avocats Wilmer Hale, bah, ça l'est pas plus en fait, parce que voilà, ils auraient épluché pourtant 30 000 documents, et ils sont arrivés à la conclusion que Sam Altman n'avait pas de raison valable de se faire sortir et que c'était le PDG légitime d'OpenAI. La seule demi-raison évoquée serait, je cite, pour atténuer les problèmes de gestion interne. Mais la décision n'a pas été prise pour des préoccupations concernant la sûreté, la sécurité, ou le rythme de développement, ou les finances d'OpenAI, ou ses déclarations aux investisseurs ou aux partenaires commerciaux, donc plus opaque tu meurs. C'est-à-dire qu'on a des problèmes de gestion interne, mais sur aucun des sujets vraiment importants, il y a de problème. Mais bon, tu décides quand même de virer le PDG. Bon, c'est pas très clair, mais bon, bref. Pas de grosses nouvelles de ce côté-là. Mais bon, Altman vient d'être conforté comme PDG. Il revient aussi au conseil d'administration avec 3 nouveaux membres. Donc il y a Sue Desmond-Hellmann, qui est ex-PDG de la fondation Gates, Nicole Seligman, qui est ex-juriste chez Sony, et Fidji Simo, le PDG d'Instacart, qui rejoignent les 4 membres actuels. Pas trace de Greg Brockman et d'Ilya Sutskever, ce dernier faisant clairement profil bas. Mais bon, il reste chez OpenAI, donc voilà, je sais pas, toi, si tu avais une théorie particulière à cette époque sur cette rocambolesque affaire du renvoi de Sam Altman. Non, bah, j'avais traité ça, effectivement, c'était assez fou. Le côté très, pas amateur, mais le côté rocambolesque, effectivement, de la chose avait été un peu fou. Mais après, du coup, je trouve qu'on ne sait pas assez pour faire un avis. Et il y a vraiment des trucs un peu bizarres qui planent autour de son renvoi. Quand je dis ça comme ça, j'ai l'impression d'être un complotiste. Ce que je veux dire, c'est juste qu'on n'a pas assez d'informations pour comprendre ce qui s'est tenu. Il y a vraiment eu un jeu de pouvoir, visiblement, en interne. Non, sûrement, ouais. Mais voilà. Sûrement. On n'a pas les tenants, les aboutissants, je pense, des camps et de la décision, quoi. Bah, tout à fait. Altman, c'est... il a plein d'activités qui plaisent pas forcément à tout le monde. Bon, il est plus légitime que jamais chez OpenAI, mais il a plein d'autres activités. Dont Dada, d'ailleurs, qu'il occupe depuis 2019, c'est WorldCoin, avec ses orbes. Bon, tu as certainement entendu parler. On en avait déjà parlé dans ce supplément. Depuis plusieurs années, Altman finance une boîte qui maintient une blockchain qui scanne les yeux des volontaires à travers le monde, principalement en Afrique d'ailleurs pour commencer. Et puis là, ils sont en Espagne. La boîte passe pas dans des lieux très fréquentés, et puis elle te propose de scanner ton iris dans une espèce de boule, un orbe, qui produit une empreinte cryptographique de ton œil, et qui est après stockée et qui fait office de preuve d'humanité. Et au passage, il y a, vous prenez un petit billet. WorldCoin, c'est aussi une crypto-monnaie qui s'appelle le WLD. Et WorldCoin, il a été épinglé dans certains pays africains pour des soucis évidents de vie privée. Et c'est aussi ce qui vient de lui arriver en Espagne, où il a été interdit de scan, jusqu'à ce qu'il prouve qu'il est bien respectueux du RGPD. Alors, il a déjà scanné les yeux de 4 millions de personnes, et voilà, c'est une boîte qui a été financée par Andreessen Horowitz et d'autres capitaux risqueurs, outre Altman lui-même d'ailleurs. Alors pourquoi se faire scanner l'iris par une obscure boîte américaine, si c'est pas dystopique ça quand même? Bon, évidemment que si, c'est dystopique. En fait, le but de WorldCoin, il est double, et c'est Melon et compagnie. Alors le premier, c'est la preuve d'identité. Parce qu'on part du principe que très bientôt, il sera impossible de distinguer sur Internet quelque chose qui a été produit par un humain ou une machine. D'où le scan d'iris, parce que les IA, elles n'ont pas d'yeux, mais toi, oui. Donc voilà, si vous êtes attaché à votre identifiant WorldCoin, vous pouvez utiliser cet identifiant sur une œuvre et ça prouve que ça a été créé par un humain. Qui est vous, au passage. Ou bien, que quelqu'un a acheté la signature sur le dark web, mais bon, passons. C'est une manière automatisable, en fait, de vérifier que quelque chose est bien d'origine humaine. Mais Altman voit plus loin. Il voit un futur où l'immense majorité des emplois seront détruits par les machines, une autre manière moins anxiogène de le voir, et qu'on n'aura plus besoin de faire grand-chose parce que ça se fera tout seul. Mais dans ce cadre-là, faut bien que les gens continuent à manger. Et puis c'est pour ça qu'Altman milite pour un revenu de base, un revenu universel à l'échelle mondiale. D'où la crypto-monnaie. C'est parce que la crypto-monnaie, c'est mondial, c'est décentralisé, c'est rattaché à une preuve d'humanité. Et donc sur le site officiel, on lisait ça. WorldCoin construit le plus grand réseau identitaire et financier du monde en tant que service public, en donnant à chacun la possibilité d'en devenir propriétaire. L'objectif est de créer un accès universel à l'économie mondiale, quel que soit le pays d'origine. Voilà. Est-ce que c'est pas énorme? Est-ce que c'est pas un colossal melon qu'on regarde ici quand même, puisque OpenAI veut faire une AGI qui peut faire tous les boulots, donc il transfère tous les profits du travail à elle-même, et Altman serait à la fois le PDG de cette boîte et qui concentre la richesse du monde, et qui gère les revenus de tous les humains. Ça, c'est de l'ambition quand même.
Ah bah et puis ça s'arrête pas là. Enfin, c'est petit. Et ce que je m'apprête à évoquer est très petit à côté de ce que tu viens de dire, mais enfin, Sam Altman, faut qu'il arrête le garçon quoi. Je crois pas qu'on l'ait dans le conducteur, donc je vais le mentionner tout de suite. Sur TikTok, les mésaventures de TikTok aux États-Unis, avec cette idée une nouvelle fois, enfin, qui avait déjà été évoqué que le gouvernement américain aimerait forcer TikTok à se faire racheter, quoi, en gros, pour la version occidentale de TikTok. Donc, pour rappel, TikTok, ça appartient à ByteDance, qui est une boîte chinoise, et ils ont deux entités. Ils ont un réseau social, en gros, en Chine, et un réseau social qui s'appelle TikTok pour le reste du monde. Donc, ça fait plusieurs années que les Américains aimeraient bien récupérer TikTok. Et donc là, le gouvernement est en train de réfléchir. Et parmi les intéressés par l'idée, on retrouve deux personnes, mais ô combien plaisantes. Donc Sam Altman, du coup, d'une part, donc c'est pour ça que je l'évoque là. Donc il serait peut-être intéressé par par participer à un projet de rachat de TikTok. Est-ce que tu as vu qui d'autres étaient intéressés? Bobby Kotick. C'est notre ami Bobby, qui était à la retraite depuis 3 mois seulement, après donc ex-patron d'Activision Blizzard, sulfureux patron d'Activision Blizzard, notamment connu de la presse pour avoir protégé des dossiers de harcèlement sexuel et avoir menacé de mort une assistante, notamment. Oui, un poème, ce mec. C'est vraiment, voilà, tout en douceur, hein, tout en soft. Hein. Et donc, il se rêverait bien, maintenant qu'il a un peu de temps devant lui et qu'il est assez riche, hein, il se verrait bien, participer au rachat aussi de TikTok. Donc, les employés de TikTok doivent être ravis de cette perspective, parce qu'il a quand même un sacré CV. Mais voilà, donc là où on en est. Mais du coup, oui, j'y pensais parce qu'il y a encore un projet dans lequel le nom de Sam Altman circule. Oui, non, mais c'est un truc de fou. Et on a parlé de ces levées de fonds pour fabriquer des usines qui créent ses propres puces. Voilà, c'est malade, hein. Ouais. Écoute, Sam Altman, Melon Man, c'est extraordinaire. Écoute, en tous les cas, tu viens de faire une transition en or puisque tu as évoqué Activision. On peut donc passer peut-être à la rubrique jeux vidéo que je vais ouvrir par contre avec Apple, parce que Apple et le DMA, c'est quand même toujours une bonne tranche de rigolade. Et donc, on va parler d'Apple encore une fois, puisque le DMA est pleinement entré en vigueur, hein, ça y est. Donc, Apple, du coup, a fait marche arrière sur divers trucs, parce qu'on avait déjà parlé effectivement de toutes les mesures qu'il avait prises. Alors, du coup, plus besoin d'avoir 1 million sur une ligne de crédit dans une grosse banque pour ouvrir un App Store concurrent. Et puis, les devs pourront tester aussi. Pourront tester la vie sans Apple, hein, une seule fois. Attention, tu testes, mais voilà, tu testes un petit peu, tu constates que c'est nul, et après tu reviens dans le giron bien au chaud, hein, attention. Parce que bon, voilà, ça change pas grand-chose, mais voilà, la plupart des experts de toute façon pensent que les conditions Apple sont toujours beaucoup trop drastiques, hein, pour changer le statu quo, et qu'elles sont toujours aussi anti-concurrentielles, hein, tout simplement. Mais bon, il y a peut-être de l'espoir, puisque il y a eu un autre scandale cette semaine entre Apple et, encore une fois, Epic Games, bien sûr, parce que bien sûr qu'Epic Games, malgré tout, va lancer Fortnite et un App Store concurrent, et bien sûr qu'Apple en est terrorisé, à tel point qu'il a révoqué le compte développeur d'Epic Games Sweden, pour des raisons complètement bidons, il ne faut pas déconner. Ils ont traité Epic Games comme si c'était le dernier éditeur louche de malware venu, quoi. Tu vois, ils auraient fait preuve de malhonnêteté par le passé, ils ont plus confiance en eux, tout ça. Ils sont chelous. Hein, puis c'est génial, parce que du coup, il y a eu les échanges de mails qui ont été publiés. Tu as tout un énorme mail d'Apple pour dire à quel point ils ont plus du tout confiance en Epic Games et que vraiment, il faut absolument que Epic Games dise noir sur blanc. On promet de ne plus mentir et de plus être malhonnête, etc. Mais ils l'ont fait. Et t'as la réponse d'Epic Games, c'est on promet de plus mentir et de plus être malhonnête. Et la réponse d'Apple derrière, qui n'est pas une réponse, mais l'acte d'Apple derrière, c'est ok, donc vraiment on peut pas leur faire confiance. S'ils nous disent qu'on peut leur faire confiance, c'est vraiment qu'on peut pas leur faire confiance, donc on va les bannir. C'est d'une logique impeccable. Ah, mais c'est vrai que c'est savoureux. C'est vrai que c'est savoureux. Mais bon, en fait, évidemment, ils veulent juste couper le jus sur le futur plus gros concurrent dans la propre App Store, hein, ça c'est clair. Le truc était tellement gros que ça a aussi attiré l'attention des régulateurs, hein, qui se sont mis à réfléchir à quel point la conduite d'Apple était en violation flagrante avec le DMA et même avec le DSA. Thierry Breton a dû intervenir. Écoute, parce que le DSA, on l'associe beaucoup aux problèmes d'info, de transparence algorithmique, tout ça, mais il y a aussi un volet sur la modération, voire la suspension sur les plateformes, et la suspension doit se faire de manière proportionnée et objective, de choses qui semblent assez peu probables, hein, dans le cas présent. Et d'ailleurs, Apple a fait marche arrière. Donc Epic a de nouveau un compte, un nouvel App Store devrait arriver prochainement,
Donc pour Apple, les choses vont sans doute d'ailleurs pas en rester là, puisqu'il est carrément dans le collimateur de la régulation. Vous aviez parlé de la grosse amende de 2 milliards qui s'était pris la dernière fois. Bon, Margaret Verstager évoque la suite, une enquête en non-conformité du DMA, parce qu'elle dit, je cite, que la demande de mise en conformité, elle est claire. Vous devez être en mesure de proposer notre magasin d'applications et vous ne pouvez pas mettre en place une structure tarifaire qui désactive les avantages de la DMA pour tous les acteurs du marché. Bon, ça sent pas très bon, ça, je sais pas ce que t'en penses. Mais... en fait, je trouve, moi, de toute façon, dans ce dossier, je trouve qu'Apple joue aux imbéciles et qu'ils auraient pu se mettre au pas, comme l'ont fait Google ou Microsoft. Faut savoir, là, le DMA, du coup, tous les articles sur le DMA concernent Apple, alors que c'est pas du tout le seul concerné. Tous les géants de la tech sont concernés, mais juste que les autres géants de la tech, ils ont l'intelligence de se mettre en conformité correctement et pas jouer au plus bête. Donc, du coup, tous les articles concernent Apple, forcément. Ils prennent tout la lumière des projecteurs. Et oui, force est de constater qu'ils font les trucs à minima et en forçant le trait au maximum pour faire en sorte que la loi soit certes appliquée, mais que l'esprit de la loi soit pas appliqué. Et donc les concurrents par exemple de l'App Store n'émergent pas. Après, je pense aussi qu'il faut pas leur prêter une bêtise qu'ils n'auraient pas. Je pense que l'affaire avec Epic Games, là, de les avoir bannis puis débannis, ça a un peu forcé aussi Epic Games à devoir dire oui, on promet vraiment de respecter le règlement et le dire de façon publique. Et donc, ça met aussi Apple potentiellement dans une position de force dans le futur si jamais Epic, à son tour, joue aux imbéciles à pas respecter les conditions posées par Apple. Là, Epic s'est dit, OK, on est prêt à publier notre App Store sur iOS dans le cadre de la façon dont Apple a implémenté la réglementation du DMA, qui est clairement une mauvaise implémentation. Mais donc là, ils ont plutôt dit on est OK avec ça. Enfin, on dit en tout cas, on est honnête et on veut faire un App Store malgré vos conditions, quoi. Ils cachent pas à côté qu'ils sont pas d'accord avec ces conditions-là, mais là, ils ont accepté les règles du jeu. Donc du coup, si demain, par exemple, je sais pas, ils s'acquittent pas de leur facture auprès d'Apple, par exemple, ou ce genre de choses, ils ont mis les pièces pour que Apple ait raison, quoi. Oui, c'est vrai, mais après, d'un autre côté, vu l'encadrement européen, je pense qu'ils n'ont pas vraiment besoin de la jouer filoute comme la dernière fois. Mais on verra, en tous les cas, c'est une affaire qui n'est probablement pas terminée, et on vous en reparlera. Enfin, en tous les cas, on va aussi parler un petit peu de DirectSR, qui est une nouveauté qui concerne l'upscaling, qui est devenue une composante très importante du jeu vidéo, l'upscaling, aujourd'hui, à tel point que il est très probable que Nintendo compte dessus pour que sa prochaine console supporte les 4K. Tout le monde en propose un, DLSS pour Nvidia, un FSR pour AMD, XeSS pour Intel, sans compter qu'il y a aussi des solutions dans les moteurs de jeu, comme Unreal Engine par exemple, qui a un temporal upscaling qui est d'assez bonne qualité. Et ben c'est bien ça le problème. Tout le monde a une solution, il y en a beaucoup trop, et bon, elle s'implante pas pareil en plus, et ça saoule. Si t'es un développeur, ça saoule. Alors comment faire ? C'est simple, il faut un standard. Et bon, comme DirectX, c'est un standard unique pour le rendu 3D, qui parle donc à toutes les cartes graphiques, DirectSR, ce sera un standard unique pour l'upscaler qui sera réalisé par les cartes graphiques comme elles en ont envie. Alors du point de vue du développeur, c'est simple, là, tu implémentes un truc en DirectSR, et puis ensuite, de toute façon, c'est upscalé derrière. D'une certaine manière, tu te fous de comment c'est fait. Et c'est le rêve par rapport à aujourd'hui où tu dois explicitement cibler DLSS, FSR, etc. Donc c'est pas un upscaler DirectSR, c'est une interface pour des upscalers, et donc il va faire partie de DirectX, tout simplement. Alors on connaît le principe qu'on n'est pas trop de détails, on en aura sûrement plus à la GDC qui commence le 21, mais bon, c'est quand même vraiment une bonne initiative. C'est un truc que j'attends depuis 4 ans de mon côté, parce que ça fait depuis le début de la génération de consoles que j'ai vu venir je suis pas le seul à l'avoir vu venir, c'est pas que je suis pas devin, mais c'est que des premiers, d'avoir vu venir le fait que à partir du moment où AMD annonçait son FSR, ça commençait déjà à être un problème d'avoir une implémentation différente en fonction de ta marque de carte graphique et que les développeurs soient obligés. On voit bien que les jeux, à chaque fois, ils sont obligés de publier des mises à jour de là, on a intégré le truc d'AMD, là, on a intégré le truc d'Intel, là, on a intégré le truc d'NVIDIA. C'est pas tenable. C'est pas tenable pour les développeurs, c'est aussi pas trop tenable pour les utilisateurs qui se retrouvent avec des menus dans lesquels on leur demande est-ce que vous voulez activer le FSR de AMD alors que tu as une carte NVIDIA. Et t'es là, en fait, je sais pas. Est-ce que je dois l'activer ou non ? Est-ce que ça me fait perdre des performances ? Est-ce qu'au contraire, ou ça me fait perdre trop en qualité d'image ? Je ne sais pas. Et ça rajoute une complexité, alors que déjà, les paramètres graphiques d'un jeu sur PC, pas toujours le truc le plus évident pour tout le monde. Donc ça rajoute. Non, j'ai en mémoire la liste des options graphiques de Cyberpunk, ça me fait marrer. Et donc, qu'il y ait une couche d'abstraction, et quoi de plus naturel ? Alors, j'ai aucun doute que Vulkan finira par proposer aussi sa solution, mais en l'occurrence,
là, Microsoft, je les trouve tout à fait dans leur rôle, c'est-à-dire que c'est le rôle de DirectX depuis longtemps, d'être justement cette couche d'abstraction qui fait que derrière, les graphiques après intègrent les trucs de façon correcte. Et pour moi, c'est clairement pas. Il était nécessaire qu'il y ait une couche d'abstraction sur PC pour le DLSS, FSR et XeSS. À partir de là, c'était très logique que ce soit le rôle de DirectX, en tout cas sur Windows. Ça s'impose comme une évidence, quoi, que ce soit à Microsoft de faire ça, quoi. Enfin, moi, je trouve. Complètement. Après, le truc, c'est que comme c'est sur DirectX, la question qui se pose, c'est sur les autres plateformes, comment ça pourrait se passer, tu vois. Évidemment. Sachant que, alors, en revanche, autant, de toute façon, ça reste un truc propriétaire et ça reste, il faut qu'il y ait une solution libre, et donc c'est plutôt du côté de OpenGL Vulkan que ça va se passer. Mais il faut savoir que DirectX aujourd'hui, à ma connaissance, maintenant ils ont un runtime sur Linux, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est là-dessus qu'on repose le Steam Deck, plus ou moins d'ailleurs, l'intégralité du Steam Deck, hein, c'est un petit peu là-dessus. Mais effectivement, donc peut-être que ce sera DirectX partout, c'est tout à fait possible, hein, effectivement. On peut conclure par une petite étude sociale, limite. Alors la pression sociale, moi j'aime pas trop, perso, j'aime pas ça. Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs mon goût très réduit pour les réseaux sociaux. Mais bon, au moins, à mon époque, de mon temps, comme on dit, tu te faisais bolosser sur la marque de ton pantalon, de ton blouson, quoi. Mais aujourd'hui, apparemment, tu peux te faire bolosser, te faire harceler aussi sur la tenue de ton perso Fortnite. Et oui. C'est une recherche norvégienne qui est commanditée par le ministère des Affaires familiales qui le dit. Donc en gros, et en norvégien, ils disent que les kids d'aujourd'hui doivent jouer au même jeu que tout le monde, hein, évidemment, pour pouvoir s'intégrer dans ces groupes. Il y a les mêmes conneries que dans la vraie vie, hein, avoir les skins qu'il faut, les armes à la mode, ou juste avoir joué à telle ou telle extension, ça devient nécessaire. Sinon tu te fais exclure, tu te fais harceler, etc. Donc, c'est un transfert assez naturel d'une toxicité sur une autre, hein, finalement. Mais le truc en plus, c'est qu'il y a plein d'acteurs qui en profitent un maximum. Les plateformes en premier lieu, bien entendu, qui font des pubs partout, tout le temps, qui créent la FOMO partout, tout le temps. Attention, cette skin exclusive est à durée limitée, plus que 2 jours. Et bien sûr, comme les gamins n'ont pas beaucoup de sous, ce sont des proies faciles pour les arnaques. Hein. Des gens qui revendent des items à des prix incroyables, mais vraiment incroyables. Donc rien de nouveau, mais on pourrait même se dire que skin Fortnite c'est moins cher qu'un anorak North Face. Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut se faire exclure online et IRL. Pour des items online et IRL. C'est pas une époque facile pour les gamins quand même. Hein. C'est pas nouveau comme phénomène malheureusement, mais oui, clairement, ça sera. C'est un truc dont j'avais déjà entendu parler, notamment pour Fortnite il y a plusieurs années, de ce phénomène. Et bon, du coup, il continue d'avoir effectivement, si t'as le skin par défaut, on se moque un peu de toi, quoi. C'est un peu la même chose aussi qu'aux États-Unis avec le fameux débat sur les bulles vertes et bulles bleues. C'est vrai. Si t'as pas un iPhone, en fait, on te regarde un peu bizarrement, quoi. Parce que t'apparais avec des bulles vertes et c'est bizarre. Et bon, voilà, effectivement, c'est la pression sociale. Mais voilà. Écoute, on va conclure tristement cet épisode dessus. Mais bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup à vous de l'avoir écouté cet épisode. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous laissent des étoiles sur les apps de podcast. Merci à toi en particulier, Cassim, d'être venu me soutenir dans ces temps difficiles et solitaires. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, dis-moi? Ah là là, on peut me retrouver sur X, @notcassim, NOTCA2SIM, et sur frandroid.com. Voilà, où j'écris, je fais des vidéos sur YouTube, je fais des lives sur Twitch, voilà, c'est là où on peut m'en trouver, où on travaille, on fait plein de choses. Et d'ailleurs, on a publié mon test du Apple Vision Pro, voilà, si ça vous intéresse. Oula, attends, mais j'étais pas au courant, je vais aller lire ça. Très intéressant. Voilà. Bon, écoute, très super. Moi, je suis Guillaume Podgespala comme d'habitude. Hein. Vous me retrouvez dans un épisode supplément très bientôt en fin de semaine. Et d'ailleurs, toujours en ta compagnie, Cassim. Hein. Quant à Guillaume Vendée, d'ailleurs, il est possible qu'il soit là pour le prochain épisode hebdomadaire, mais j'en suis pas sûr à 100%. Espérons-le, hein, il se remet, vous inquiétez pas trop quand même, hein, ça se ressoude. Par contre, voilà, il sera certain qu'il sera pas là pour le supplément, hein, que vous retrouverez ce week-end, ce sera encore moi et Cassim. Et donc à très bientôt, vous allez nous retrouver tous les deux très bientôt dans un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à tous. Ciao.